Je vous remercie d'être venu assister à cette première séance là, d'information, atelier, discussion. Par une si belle journée, il y aurait peut-être d'autres activités à faire. Fait que je vous remercie d'être présent. Comment la soirée va se dérouler en trois portions. Une première portion qui va être une mise en contexte que je vais faire. Ensuite, ce sera M. Bouchard, M. Jean-Denis Bouchard, qui est océanographe et représentant du ministère de la Sécurité publique, qui va nous faire cette présentation-là. J'ai oublié de mentionner que c'est filmé, enregistré, et que la diffusion se fera au courant de la semaine sur le site de la municipalité. Après la présentation de M. Bouchard, une pause de 5 minutes avec l'ensemble des informations que M. Bouchard nous aura transmises. Il faut digérer ça un peu. Ensuite, il y aura un atelier. Vous avez sur la table crayon, papier, où vous pourrez noter vos questions. Lorsqu'on sera rendu à l'atelier, mais j'expliquerai comment ça va procéder. Donc, si on commence, on est ici pour une séance de consultation publique là, sur les aléas côtiers. Les changements climatiques, c'est sûr, atteignent énormément les communautés côtières. On le voit avec l'augmentation du niveau de la mer, les inondations, l'augmentation de la fréquence des grandes marées, des tempêtes. Maria est suivie et observée depuis plus d'une vingtaine d'années. L'UQAR a suivi la dynamique côtière de la municipalité depuis plus de 20 ans. À partir de 2006, Ouranos a pris des relevés, des données sur les côtes de Maria. On a vu aussi, puis je vais montrer des images tout à l'heure, on a vu des tempêtes et grandes marées en 2005, 2010, 2021, 2022. Et ces tempêtes-là qui entraînent de façon inéluctable une érosion de nos berges et potentiellement des risques. À partir de 2013, le ministère de la Sécurité publique a institué un programme, le cadre de prévention des sinistres, différents types de sinistres, et le ministère va intervenir. La municipalité de Maria a signé un protocole d'entente en mars 2022. Ensuite, on a eu la visite là, pour l'annonce de l'entente par la ministre Mme Guilbeault. Je vais sauter des images. Une image vaut 1000 mots. On a eu plusieurs tempêtes. En décembre 2010, vous voyez la rue Tournepierre avec l'inondation qu'il y a eu à ce moment-là, en décembre 2010. Et l'image du bas, l'importance des vagues et les dégâts que ça peut produire. On a eu en 2021 également submersion de l'eau et de l'inondation sur la rue Tournepierre. Et récemment, en décembre 2022, vous voyez l'importance là, de la tempête et de la grande marée, la grande lagune qu'il y a dans l'estuaire de la rivière Verte, là, qui entoure pratiquement l'extrémité de la rue Tournepierre. L'image de droite, là, mais c'est les vagues là, qui frappent le muret là, du marché d'alimentation. Celle à gauche, en bas, les vagues là, qui frappent la berge, là, les Desmaria, la résidence personnes âgées. L'importance aussi là, sur l'extrémité de Pluviers. Là. Fait que toutes des images qui parlent énormément. Je vais passer la parole maintenant à M. Bouchard qui va nous donner beaucoup d'informations. M. Bouchard. Merci beaucoup.
Je vais commencer par me présenter. Jean-Denis Bouchard. Moi, je travaille dans le domaine de la gestion côtière depuis à peu près 25 ans. J'ai travaillé à la Conférence régionale des élus pour cartographier le risque d'érosion sur la Côte-Nord. J'ai travaillé aussi au ministère de la Sécurité publique dans un premier temps. J'ai travaillé au laboratoire de l'UQAR. J'ai travaillé au ministère de l'Environnement. Puis depuis 2018, là, je suis revenu au ministère de la Sécurité publique, puis particulièrement dans ce dossier où on met en œuvre des projets en prévention là, avec les municipalités côtières. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler de l'analyse de risque à Maria, puis je vais vous parler aussi de la démarche qui est en cours actuellement dans votre municipalité, puis je vais vous dire où on en est rendu là, dans les démarches, puis qu'est-ce qu'on veut, vers où on s'en va aussi. Là. Puis on veut que cette démarche-là soit transparente, on veut aussi qu'il y ait une participation aussi citoyenne la plus importante possible. Donc c'est un souhait aussi à la fois du ministère, mais aussi de la municipalité là, de Maria. Vous entendez habituellement parler de la sécurité civile quand il y a des sinistres. Hein? Peut-être que vous pensez les grands sinistres, 96, le déluge du Saguenay, il y a eu après, en 98, le verglas. Juste à eux deux, là, ces deux sinistres-là ont coûté au Québec environ 2 milliards de dollars. Donc, quand il advient des sinistres, ça coûte vraiment cher à l'État. Plus récemment, il y a eu les Grandes Marées aussi. Hein. Vous avez été touché particulièrement par la tempête de 2005, mais aussi encore plus celle de 2010, où on voit des images ici. Et un des travaux de notre équipe aussi, là, c'est de statuer sur le niveau de risque. Donc, quand il advient un sinistre comme ça, s'il y a des gens qui sont sinistrés, les gens ont droit à un programme général d'aide pour se sécuriser, en fait, pour soit se déplacer ou soit pour avoir une allocation de départ. Puis, actuellement, cette somme-là maximale, c'est de 425 000. On pourrait dire la somme plafond d'aide qui peut être accordée à un citoyen si advenant un sinistre. Donc, ça c'est le plafond. C'est sûr que si une maison était évaluée après reconstruction à 200 000, le montant maximum, ça va être 200 000. Donc, c'est une aide qui existe au Québec, qu'on appelle le Programme général d'aide financière lors de sinistres. Mais à force de dépenser à gros coûts à la suite de sinistres, le Québec a décidé, en fait, de se doter d'un nouveau programme qu'on appelle le Cadre pour la prévention de sinistres. Donc, c'est à partir de 2006 que ce cadre-là a été mis en place. Et l'objectif de ce cadre de prévention, c'était de soutenir, en fait, techniquement et financièrement les municipalités pour atténuer le risque dans leur municipalité. Donc, c'est dans ce cadre-là que la municipalité, en fait, à force d'avoir subi des tempêtes, notamment dans le secteur de la Pointe-Verte, que la municipalité a entré en contact avec le ministère de la Sécurité publique pour avoir de l'aide financière, en fait, pour participer à ce programme-là. En 2017, il y a eu une bonification à ce cadre de prévention-là à la demande des municipalités côtières. Il y a eu des pressions qui ont été faites, puis finalement, il y a eu une aide de 45 millions qui a été accordée spécifiquement pour aider les municipalités côtières à se protéger. Et dans ce 45 millions-là, dans les 4 dernières années, on a pu mettre en place 8 projets. Donc, ça paraît, il faut penser, en fait, il y a à peu près 95 municipalités côtières dans le Québec maritime. On a pu faire avec ça 8 projets. 45 millions, ça paraît beaucoup, mais en fait, le coût des projets, là, c'est autour de 6-7 millions le kilomètre. Fait que si on a un cœur de village de 2 km, on est déjà rendu à 10 millions. Fait que ça va vite. En fait, on peut faire finalement peu de projets avec un montant comme ça, mais c'est un bon début, en fait. Fait que finalement, ce qu'on a pu faire comme projet dans les dernières années, c'est on est intervenu à l'île aux Coudes, à 2 projets aux îles de la Madeleine. On a fait un à Pointe-aux-Tarbes et on a fait aussi un projet de déplacement en prévention à Sainte-Luce et à Sainte-Flavie, que je vais vous parler aussi tantôt.
Évidemment, à force que ces projets se sont mis en place, les autres municipalités en ont entendu parler. Ça a créé un peu, on pourrait dire, une certaine popularité. Puis il y a eu une demande, si bien même qu'aux dernières élections, le premier ministre Legault a annoncé qu'il y aurait 100 millions dédiés à l'érosion côtière pour le Québec maritime. Donc, en partie, cet nouvel argent-là a servi à financer des nouveaux projets. Il y a eu Sainte-Luce et Sainte-Flavie, en fait, pour protéger le cœur de leur village. Il y a Maria, il y a Sainte-Anne-des-Monts, qui est en amorce de démarrage. Il y a Petit-Matane, Matane-sur-Mer, et il y a Notre-Dame-du-Portage. Et là, éventuellement, il va s'ajouter d'autres municipalités parce qu'il y a d'autres demandes qui ont été faites. Évidemment, il y a deux grandes familles de solutions. On peut agir en déplacement, en prévention. C'est ce qu'on a fait. Ça, c'est une démarche distincte qui est surtout administrative. Il faut rencontrer les citoyens, il faut les convaincre d'accepter une offre de déplacement. Puis après, ces gens-là peuvent se déplacer. Donc, c'est ce qui a été essayé. En fait, c'est un projet pilote à Sainte-Luce, Sainte-Flavie, un peu comme vous. Eux, ils ont été vraiment affectés par la tempête de 2010. Puis, à la suite de ce sinistre-là, il y a eu presque une quarantaine de résidences juste à Sainte-Flavie qui ont été, en fait, déplacées en urgence. Les gens ont été sinistrés, puis ils ont eu une offre de relocalisation. Donc, ça faisait un genre de gruyère. Hein? Il y avait des terrains vacants un peu partout le long de la municipalité. Et donc, la municipalité a décidé, en fait, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, qu'en périphérie de son cœur de village, elle ferait des offres de relocalisation en prévention aux citoyens qui seraient considérés comme les plus à risque. Fait qu'on a donné un mandat à l'UQAR. L'Université du Québec a identifié, en fait, maison par maison, évaluer le niveau de risque en lien avec l'érosion et la submersion côtière. Puis, les 30 résidences qu'on considérait les plus à risque, les citoyens ont été rencontrés en privé. Puis, ces gens-là ont eu l'opportunité, en fait, d'accepter une offre de déplacement en prévention. Puis, c'était un projet pilote. On ne savait pas comment allait être la réaction, mais finalement, sur 30 personnes qui ont été rencontrées, il y en a 22 qui ont accepté l'offre de relocalisation. Et dans ce projet-là aussi, il y avait aussi le développement d'un nouveau quartier, en fait, pour donner la possibilité aux gens de se déplacer dans leur municipalité. D'autres projets de relocalisation, bien, il y a eu à Pointe-aux-Outardes aussi une route municipale qui a été déplacée, hein, parce que là-bas, il y a beaucoup d'espace. Fait que finalement, la stratégie de retrait est souvent une alternative intéressante. Et dans les cœurs de village, bien, on ne veut pas fermer les villages, hein, on veut plutôt les protéger. Fait qu'habituellement, on privilégie les solutions en ingénierie pour protéger les cœurs de village. Donc, c'est une démarche qui est distincte de celle en déplacement, mais je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, les différents types de projets qu'on a faits. La Grave aux îles de la Madeleine, c'est un projet de recharge de plage en gravier. On peut voir le chantier, hein, c'est des gros projets. Là, hein, les matériaux provenaient de Terre-Neuve, étaient amenés par barge. Il y a eu 17 barges qui ont été amenées aux îles de la Madeleine, déchargées dans des camions, transportées jusqu'à la Grave. Et la plage a été rehaussée sur environ 2 mètres. Donc, 2 mètres, là, c'est haut, là, c'est presque au-delà de 6 pieds, sur une trentaine de mètres de large. Hein. C'est une nouvelle plage qui a été créée en matériaux grossiers. On met du matériel grossier parce que c'est un matériel qui est moins facilement mobilisable par les vagues, donc qui reste sur place. Donc, ça crée une plage, mais un peu plus grossière, en fait. Et c'est un ouvrage de défense. Fiona est arrivé. Bon, on a fait ces travaux-là en urgence parce qu'on considérait que c'était dangereux. Hein. Il y avait les simulations montraient qu'il y avait de l'eau au-delà d'1 mètre quand il y avait des événements à 50 ans qui pouvaient se produire. Fait qu'on a demandé au ministère de l'Environnement un décret de soustraction pour pouvoir procéder le plus rapidement possible. On a fait les travaux à l'automne 2021 et en 2022, il y a eu Fiona. En fait, on voit un peu là, comment il y a une pente de construction. Là, la pente est raide, là. C'est prévu, en fait, qu'avec les tempêtes, cette pente-là va s'adoucir. Mais Fiona, a fait la job en une tempête. Mais ceci dit, le matériel est resté sur place. Hein? C'est juste qu'il s'est étalé. Et il est devenu avec une pente normale d'une plage. Et maintenant, ce profil-là est en équilibre avec les conditions hydrodynamiques du secteur.
Juste pour vous dire, en fait, Fiona a été estimée à une récurrence de 200 ans. C'est un événement exceptionnel qui s'est produit aux îles. Et la recharge de plage avait été conçue pour un événement 50 ans. Ça a résisté quand même. C'est quand même bon. Pointe-aux-Outardes, c'est aussi un projet de recharge de plage qui a été effectué. Donc, c'est 165 000 mètres cubes. C'est beaucoup, là. C'était presque 25 000 voyages de camions. C'est énorme. Sur 1,3 km. Jusqu'à maintenant, c'est la plus grosse recharge de plage qui a été faite au Québec. C'est Pointe-aux-Outardes, à côté de Bécomo. On voit le produit final. Hein? L'avantage d'une recharge de plage, c'est que ça permet de préserver l'usage de la plage. L'île aux Coudes, eux, c'était de protéger une route municipale sur 3,6 km, un enrochement avec récupération du matériel de clé pour recharger devant, pour enfouir l'enrochement. Donc ça, c'est un ouvrage qui a été fait aussi à l'île aux Coudes. On voit le résultat final quelques années après. Et finalement, le dernier projet qui a été fait en 2022, Cap-aux-Meules, aux îles de la Madeleine. Aussi un projet de recharge de plage, en galet cette fois-ci. Un galet qui est beaucoup plus, un peu, si vous êtes allé à Percé, c'est de la même dimension qu'à Percé. Un galet, un gravier, c'est plus petit. Et là-bas, ben, il y a eu, pour protéger le cœur, on pourrait dire le centre-ville des îles, hein, de Cap-aux-Meules, avec tout l'hôtel de ville, les commerces, le centre administratif et commercial. Donc, on a protégé ce secteur-là et on voit un peu le produit final, là. Donc, l'avantage, je vous dirais, d'une recharge de plage, c'est que ça permet d'avoir une crête qui est plus basse parce qu'on l'étale vers le large. Fait que on éloigne le déferlement des vagues. Fait que ça permet d'avoir une crête plus basse. Les gens peuvent préserver leur vue. Et dans ce cas-ci, c'est intéressant parce que ça permettait de préserver l'aspect rouge en érosion des îles. Si on serait allé par un enrochement, l'enrochement serait monté jusqu'au sommet de la falaise, puis on aurait perdu un peu cet aspect esthétique-là. Donc, c'est un peu ce qui a guidé notre choix de la recharge à Cap-aux-Meules. Pour mettre en place un projet en prévention, là, c'est plusieurs années, en fait. C'est une démarche qui est longue. Je vais essayer de tenter de vous expliquer un peu pourquoi c'est long comme ça. Mais en réalité, nous, on est capable quand même d'y aller jusqu'à maintenant à faire cette démarche-là en presque 2 à 3 ans. Ceci dit, je vous ai mis un peu les grandes étapes. En fait, il y a 6 étapes. Les premières qui sont prises à 100% à la charge du ministère de la Sécurité publique. C'est nous qui les finançons à 100%, puis c'est nous qui fournissons ces études-là à la municipalité. Et après, la municipalité, elle est en charge des 3 dernières étapes ici, là, autorisation, plan et devis et travaux. Donc, c'est une démarche qui demande quand même beaucoup d'expertise. On a la chance, en fait, d'avoir dans la région l'Université du Québec à Rimouski qui participe depuis 2006 à la collecte de données. En fait, l'UQAR est très présente dans nos projets, en fait, est à la base de tous nos projets. Ensuite, ben, dans l'analyse de risque, je vais vous montrer tantôt, c'est beaucoup du travail qui a été fait par l'UQAR aussi. On a la chance aussi d'avoir un ingénieur côtier qui travaille pour nous. C'est un ingénieur qui a une expérience de plus de 50 ans en génie côtier. C'est, à mon avis, le seul, en fait, à ma connaissance, qui fait la conception de recharge de plage, comme on le fait à plusieurs endroits. Et le travail de cet ingénieur-là, en fait, il est appuyé par un laboratoire qui s'appelle LaSalle NHC. C'est un laboratoire qui est à Montréal. C'est un laboratoire qui existe depuis une 50aine d'années. Peut-être, vous avez peut-être déjà entendu parler quand ils faisaient les barrages hydroélectriques, là, ils faisaient des petits modèles réduits des barrages, là, puis ils simulaient des bris de barrage, tout ça avec des petites maquettes, là. Bien, au départ, c'est ce laboratoire-là qui faisait ça. Puis, il était capable aussi de modéliser, en fait, par des petits modèles 3D, des impacts de tempête ou des vagues. Mais maintenant, tout ça se fait par ordinateur. Donc, ils font des simulations par ordinateur. Donc, c'est ce laboratoire-là qui travaille pour nous. Quand on a fait nos projets, habituellement, on faisait toutes les étapes.
Hein? Là, on allait chercher les autorisations environnementales, on faisait des plans et devis. Puis quand on arrivait à la toute fin, on rencontrait les citoyens. Donc, les citoyens recevaient ça un petit peu de façon un peu expéditive en se disant, bon, donc, vous avez tout fait ça, vous arrivez avec la solution déjà toute prête. Si bien que maintenant, on essaie de travailler plus en amont. Donc, c'est nouveau. Avec les nouveaux projets, on essaie de rencontrer les citoyens, de les consulter, de faire une consultation publique, pas juste une séance d'information. Donc, après l'analyse de solutions, donc c'est une nouveauté. Pour Sainte-Luce et Sainte-Flavie, c'est ce qu'on a fait. On a rencontré les citoyens une fois que l'analyse de solutions a été complétée. Et ici, pour une première fois, en fait, dans tous les projets qu'on a amorcés jusqu'à maintenant, on rencontre les citoyens avant même d'avoir fait l'analyse de solutions. Donc, une fois que l'analyse de risque est terminée. Donc, aujourd'hui, là, c'est dans ce contexte-là qu'on vous rencontre, là, parce qu'on est rendu à cette étape-ci, qui est complétée. Et même à la fin, en fait, on nous a même suggéré de poursuivre les informations, les séances d'information avec les citoyens, parce que dans plusieurs de nos projets, on faisait des recharges de plage. Et comme c'est un ouvrage dynamique qui bouge et qu'on suit, ben, les citoyens sont intéressés à savoir comment ça se comporte. Fait dans les projets qu'on a faits, ben, on va continuer d'informer la population. Donc, on est passé de 1 maintenant à 4 séances d'information publique. Ça nous demande quand même plus d'énergie, mais on pense que finalement, et la municipalité aussi, là, que ça va être gagnant. Je vais passer étape par étape. Vous allez voir, collecte de données, c'est en continu. Hein. C'est depuis 2006, quand le cadre de prévention a commencé, qu'on a commencé à dépenser pour acquérir de la donnée. On finance des levées pour faire des levées topographiques ou photographiques. On finance aussi de la bathymétrie. On a acheté, en fait, des photographies historiques aériennes, mais on en a fait faire aussi des nouveaux. On peut voir Maria en 63, en 2016. Ça, c'est important. Ça permet de faire une évolution historique. Puis, il y a des photos, les plus anciennes datent de 1934. On a aussi des modèles numériques de terrain. Hein, c'est des lidars qu'on fait par des levées par avion. C'est des données, en fait, topographiques qui sont très précis. Là. On a de l'ordre du centimètre, puis il y a plusieurs points par mètre. Donc, c'est comme si on enverrait une armée d'arpenteurs sur le terrain. Donc, ça, on a ça à plusieurs fois, de multidates, on pourrait dire. Ça aussi, ça permet d'avoir une évolution dans le temps, mais de façon en 3 dimensions. Et aussi, dans la partie génie côtier, là, ce qui se passe sous l'eau, c'est super important. Souvent, on se demande pourquoi ça érode là puis pas là. Bien, en réalité, la réponse est sous l'eau. Fait qu'il faut aller chercher la bathymétrie. Fait qu'on par bateau, bien, en 2018, déjà, on anticipait qu'on allait avoir éventuellement un projet à Maria. Fait qu'on a fait faire de la bathymétrie par l'Université Laval, qui allait de 20 mètres jusqu'à 5 mètres. Et finalement, une des premières actions que le ministère a prises quand il y a eu le cadre de prévention en 2006, c'était de créer une chaire de recherche en géosciences côtières à l'UQAR. On n'avait pas le ministère avait des petites équipes, mais on avait de l'argent. Fait que finalement, on a dit, au lieu de développer à l'interne, on va prendre cet argent-là, on va financer une chaire de recherche et cette expertise-là va se développer localement hein, dans le Québec maritime. Et puis, depuis tout ce temps-là, l'UQAR nous a fourni en nombreux projets de recherche. Et là, il y a plusieurs projets de recherche que j'ai exposés ici, mais en fait, peut-être un des plus connus que vous avez peut-être vu des étudiants passer sur votre terrain, c'est qu'annuellement, il y a un suivi hein, de bornes. Il y a 8000 bornes qui ont été installées partout au Québec maritime et de façon annuelle, l'UQAR revient prendre des mesures à chaque année. Fait que ça, c'est un petit peu comme la donnée de base. Depuis 2005, il y a des données de mesures d'érosion qui sont prises à Maria. Il y a aussi d'autres projets que le ministère de la Sécurité publique finance, c'est le suivi environnemental des côtes. L'Université du Québec a instrumenté un peu partout au Québec maritime. Là, hein, on voit ici les nombreux points là, partout autour de la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, l'île d'Anticosti, les îles de la Madeleine. Ils ont installé des stations de mesure de niveau d'eau, de vagues, hein, des bouées.
Ils ont installé des caméras comme ça ici, là, avec des mâts. Vous en avez une à Maria. En fait, il y en avait 3 à Maria. Il y en avait une au banc de Maria, il y en avait une au parc municipal, et il y en a une encore au la rue des Tournepierres. Depuis 2011, à toutes les 15 minutes, il y a une photo qui est prise de votre littoral. Fait que finalement, on a quand même des bonnes données chez vous. On peut voir en période calme, on voit la marée descendre. C'est quand même assez intéressant. Ça, c'est en 2018. Le 17 mars 2018, on voit les conditions de glace là, avec les glaces mobiles qui viennent frapper sur la côte, conditions hivernales. On voit aussi la tempête du 30 décembre 2016, aussi avec le franchissement des vagues. Donc, on a tout ça. On a tout ça. Ça, c'est précieux. Hein? Quand on fait une étude dans un village ou dans un territoire, puis on a autant de données, là, c'est exceptionnel. Il y a aussi, en fait, toute une armée en fait, d'étudiants. Là, quand il arrive des événements, là, on a un mandat ouvert avec l'UQAR, il envoie des gens. Hein? Quand il y a eu 2005, là, tout de suite après la tempête, ils sont allés prendre des mesures jusqu'où l'eau est allée. Et même chose en 2010. Fait que ça, c'est super important parce que dans les simulations que je vais vous parler tantôt, là, le groupe Conseil La Salle, il simule des tempêtes, mais là, s'il veut voir si son modèle va bien, là, il fait une simulation de la tempête de 2010, puis c'est supposé arriver au même résultat que là. Fait que ça, c'est vraiment important pour calibrer les modèles. Depuis, dans les années, avant 2017, là, il y avait une grosse lacune au niveau des vagues dans l'estuaire, dans le golfe du Saint-Laurent. Il n'y a pas beaucoup de stations, en fait, qui mesurent depuis longtemps. Parce que quand on veut faire des mesures, des statistiques sur des vagues, là, les statistiques, il faut que ça prenne une longue période pour que ça veuille dire quelque chose. Hein. Si on a juste 2 ans, ça ne veut pas dire grand-chose, mais si on a 30 ans, là, ça commence à être intéressant. Fait que là, finalement, l'UQAR, depuis 2017, ont commencé à instrumenter l'estuaire Golfe. Ils ont installé des bouées un peu partout. Puis là, on commence à avoir des statistiques vraiment plus robustes. Puis à partir de là, ils ont développé un modèle de vague au large numérique. Donc, qui permet finalement, qui donne une entrée de base là, pour les ingénieurs pour qu'ils puissent faire une bonne conception. Hein. L'entrée de base pour une bonne conception pour un ingénieur, c'est la hauteur de vague. Il doit se battre contre quoi? Puis en fonction de ça, il va faire une conception. Dans le suivi environnemental des côtes, à tous les 5 ans, l'Université du Québec à Rimouski fait des levées obliques de l'ensemble du Québec maritime. Là, on le voit ici. C'est des données, des photographies qui ont été prises. La dernière date de 2021. Là, on voit ici, c'est les résidences pour personnes âgées à Maria. On finance aussi l'université pour suivre tous les projets de recharge de plage, le suivi géomorphologique. Ça, c'est la recharge de Percé. Vous avez sans doute entendu parler de la recharge de Percé. Hein? Ça a été fait en 2017. Mon collègue Félix Caron, qui est directeur, en fait, de la sécurité civile à Gaspé, était DG de la ville dans le temps. Fait qu'il a participé à ce projet-là, qui, en fait, a coûté au total à peu près 20 millions. Donc, 10 millions pour la recharge, en gros, puis 10 millions pour l'aménagement aussi, qui était payé par d'autres ministères. Donc, ils ont pensé, en fait, ils ont imaginé, en fait, des nouvelles infrastructures pour mettre ça beau. Donc, ces projets-là sont suivis. Juste pour vous dire, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que depuis 2017, là, le profil rouge ici, là, c'était le profil attendu. Puis ça, c'est comment que depuis le temps, ça se promène. Donc, ça bat comme ça, là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais en gros, ça suit le profil d'équilibre qui était attendu. Suivi biologique des recharges de plage. Aussi, on veut savoir s'il y a un impact sur la faune benthique. Donc, on fait des suivis des petits organismes à coquilles autour pour voir s'il y a un impact de la recharge. Et un nouveau projet de recherche aussi de l'UQAR, c'est d'essayer d'affiner les alertes. Des fois, vous recevez des alertes d'ondes de tempête, là. Ça vous dit, Gaspésie, une onde de tempête. Mais là, maintenant, ce qu'on aimerait, c'est qu'avec ce projet-là, c'est que l'UQAR arrive à cibler un peu plus les territoires qui vont être concernés pour pouvoir éventuellement évacuer des secteurs au besoin. Fait que l'UQAR est en train de travailler ce modèle-là, puis
puis il va être en collaboration avec Environnement Canada pour qu'après, Environnement Canada envoie les alertes plus précises. Donc, c'est un projet qui est en cours, qui va prendre plusieurs années, mais qui est actuellement en train de se faire. La collecte de données, malgré qu'on avait beaucoup d'informations, une fois qu'on a signé l'entente, on était au printemps, on a fait des démarches pour pouvoir continuer la bathymétrie. Il fallait attendre l'été, fait qu'il s'est écoulé plusieurs mois, puis après ça, dans l'été, il y a une firme qui est venue faire la partie qui manquait de bathymétrie ici, et on a eu les données en novembre. Donc tout ça, ça prend environ, ça a pris presque 8 mois juste aller chercher cette donnée manquante-là, et après ça, bien, ça permet d'avoir un modèle fiable, sous l'eau, un modèle 3D, qu'on combine avec le modèle terrestre. Fait qu'on a toute la topographie là, à partir de 10 mètres sous l'eau, jusqu'à la plage. Donc, on voit ici, ça, c'est votre bathymétrie devant Maria. Et en même temps, on a fait un levé topo terrestre et un levé photo aussi plus récent, donc 2022. Donc là, maintenant, les ingénieurs avaient en main des données vraiment récentes, très, très récentes et précises. Donc, la partie collecte de données est, on pourrait dire, terminée. L'entente a été signée. L'entente, c'est une entente de 10 millions de dollars qui a été conclue entre la municipalité et le ministère de la Sécurité publique. Pour convaincre nos autorités, évidemment, on les a, bien évidemment, on a fait l'inventaire des infrastructures à protéger. On parle de 45 bâtiments, 1,1 km de route, pour un total d'environ presque 16 millions en valeur à protéger. Donc ça, c'est des données qui parlent quand on veut convaincre le gouvernement d'embarquer dans un projet. Donc, cette entente-là a été signée. L'entente, contrairement à nos anciennes ententes, on faisait une analyse de solution, puis après ça, on signait une entente avec la municipalité, puis dans l'entente, ça spécifiait qu'on allait faire tel ouvrage. Mais là, avec Maria, c'est pas spécifié, parce que l'analyse de solution n'était pas faite. Fait que dans le fond, dans l'entente, ça spécifie qu'il peut avoir soit des travaux de protection ou soit des déplacements de bâtiments. Donc, les deux options sont prévues, puis ça ne spécifie pas non plus quel type d'ouvrage. Donc, l'analyse de risque, elle était... oui, l'analyse de risque, ça, c'est une étape aussi qui est importante. Les premières études qui ont été faites là, ont été amorcées en 2005. À Maria. Moi, je suis rentré à la Sécurité publique justement en 2005, puis c'était dans les premiers mandats qu'on a donnés. L'UQAR a fait, en fait, une étude des premières caractérisations, puis on fait une étude sur comment fonctionnait votre littoral. Puis, bien, ici, vous avez la chance d'avoir Christian Fraser, qui a fait l'auteur du travail, mais en fait, qui travaille depuis ce temps dans votre municipalité pour l'UQAR. En fait, c'est une ressource précieuse, à la fois pour l'UQAR, pour nous et pour vous. Et dans cette étude-là, en fait, on voyait comment fonctionnait le littoral. C'est sûr que on voit principalement que la dérive littorale principale, donc le sable, par les courants littoraux, se déplace principalement vers l'est et viennent s'accumuler au bout de la pointe, ou qui est en accumulation. On a l'apport de la rivière verte. Dans ce rapport-là, il y avait tout l'impact aussi des ouvrages de protection, que je vais revenir un peu plus tard. Fait que ça, c'était une étape importante, là. Donc, l'évolution côtière, le fonctionnement de votre littoral, l'impact des ouvrages de protection, ça avait été traité dans cette étude-là. En 2014, il y a un mandat qui avait été donné à l'UQAR pour cartographier les marges de recul un peu partout là, dans l'histoire golfe du Saint-Laurent. Puis les premières MRC qui avaient été faites sur la Rive-Sud, c'était Avignon-Bonaventure. Puis en 2014, l'UQAR a fourni au ministère de la Sécurité publique des marges de recul en fonction de ce qu'il considérait en fonction de l'érosion. Un peu partout, ces marges-là élargissent ou se rétrécissent en fonction du taux de recul. Puis, à partir de ces marges de sécurité-là, bien, le ministère de la Sécurité publique on fait plutôt des cartographies de zones de contrainte liées à l'érosion. Puis, ces cartes-là ont été distribuées aux MRC qui les ont intégrées dans le schéma d'aménagement. Donc, depuis 2014, il y a un règlement, en fait, qui interdit toute nouvelle construction dans la MRC d'Avignon, Bonaventure.
En 2014 aussi, il y a eu un rapport de l'UQAR, en fait, qui, pour chacun des bâtiments, là, avait été regardé, là, bâtiment par bâtiment. L'exposition à l'érosion avait été regardée, l'ensemble du réseau routier aussi. Donc, puis ça disait, bon, l'horizon de temps, par exemple, avant qu'une résidence soit atteinte. Donc, toutes les résidences dans les MRC ont été regardées de ce côté-là, dans ce rapport-là aussi, qui suivait aussi la cartographie. En 2019, là, les techniques commencent à s'affiner. Hein? On commence maintenant à faire des simulations à l'Université du Québec à Rimouski. Il y a un doctorat qui a été fait par David Didier qui a simulé la tempête de 2010. On la voit ici, illustrée sur la figure. Puis on voit l'inondation que ça a créé avec la profondeur d'eau. Puis cet étudiant-là aussi a projeté dans le temps, là, dans un horizon, dans ce cas-ci, 2100. Puis il a reproduit la tempête de 2010, puis il l'a projeté en 2100 pour voir qu'est-ce que ça serait en fait. Et ça, c'est juste en fonction de la remontée du niveau d'eau jusqu'à 2100. Ça ne tient pas compte de l'augmentation de la fréquence des tempêtes ou d'autres éléments. Uniquement jusqu'en 2100, le niveau marin monte, donc les tempêtes vont être plus importantes. L'évolution côtière aussi de votre secteur, là, ça c'est le secteur un peu plus commercial, on pourrait dire, on peut dire de façon historique, là, devant la résidence pour personnes âgées, là, on voit qu'il y a eu des reculs. Là. Ici, la ligne jaune, c'est 63, puis la ligne rouge, c'est 2014. Donc, il y a eu des reculs d'environ une quinzaine de mètres. Puis, on voit que ça continue ici, là, parce que ça recule. Ça, c'est une photo actuelle. Puis, on voit que ça a continué à reculer dans ce secteur-là. Donc, c'est une zone d'érosion. Mais pour le reste, la plupart des secteurs ont été fixés là, par des ouvrages de protection. Quand on s'en va plus du côté de la rue des Tournepierres, on voit qu'il y a un petit secteur ici là, qui est en recul, d'environ 10 mètres, entre 1963 et 2014. Puis actuellement, depuis ce temps-là, ça semble s'avoir stabilisé. Par contre, quand on regarde vers la partie est de la pointe, je vous avais dit tantôt que la dérive littorale principale est principalement vers l'est, fait que les sables se déplacent comme une rivière de sable, hein, ça se déplace comme un courant qui se déplace vers l'est, si bien que tous les sables qui est enlevé là, vers l'ouest, il finit sa course là. Et là, on voit que de 63 à 2014, il y a eu un gain là, de presque 20 mètres, puis aujourd'hui, on peut stipuler qu'il y a encore un autre 20 mètres là, de 2014 à aujourd'hui. Donc, cette pointe-là, elle continue de s'agrandir. Ouais. Ceci dit, c'est très dynamique. Hein? Christian me disait qu'à un certain moment, la rivière verte a brisé cette flèche-là, puis elle s'est reconstruite. Il y a un impact important aussi de l'artificialité. Votre municipalité, vous la connaissez, hein? Quand on part de Carleton puis on rentre dans Maria, là, vous avez des murs en continu. Hein? C'était des choix de l'époque. On voulait passer la route sur le bord de la mer. C'est sûr que c'est beau, mais l'impact que ça a eu à long terme, c'est que la plage, elle a presque disparu partout. Hein? Fait que c'est l'impact des ouvrages rigides, surtout des murs, c'est de faire disparaître la plage. Donc, toute cette partie-là ici, vous avez un 3 km qu'on ne voit pas ici, là, qui est plus en amont. Mais à partir de là, vous avez un 1,8 km de mur. Puis après ça, on tombe dans le secteur, le IGA, tout ça ici, qui est quand même protégé par différents ouvrages un peu hétéroclites, souvent abîmés aussi dans ce secteur-là. Et vous avez aussi plusieurs protections qui ont été installées par des résidents là, le long de la rue des Tournepierres. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a un déficit sédimentaire dans votre municipalité. Il manque de sable. Hein? Le sable, il est parti. Il est parti, il est venu en partie s'accumuler à l'extrémité de la pointe, mais certainement une partie qui a été transportée vers la rivière puis amenée vers le large aussi. Donc, vous avez sans doute entendu parler, là, peut-être même trop. Des fois, on entend tellement parler qu'on vient tanner, mais c'est quand même une réalité. L'impact des changements climatiques, c'est bien réel, puis ça vous touche aussi. Donc, l'impact des glaces, de la diminution de la couverture de glace, je pense que
Je pense que vous l'avez observé. Hein, moi, quand j'ai commencé ma maîtrise, je faisais sur l'impact des glaces, justement, dans les années 90. Puis dans le temps, on parlait que la glace commençait à mi-décembre puis elle fermait à mi-avril. Ben, ça, c'était ça. C'était toujours ça. Mais à partir justement de ces années-là, là, ça a commencé à changer. Puis on le voit maintenant, des fois, en janvier, il n'y a pas de glace. Moi, cette année, je me promenais à Sainte-Anne-des-Monts après Noël, puis ça déferlait comme en plein été, là. Rehaussement marin aussi, je pense que vous en avez entendu parler beaucoup. On voit un peu la courbe, c'est différentes courbes, hein, différents scénarios. Celui qu'on utilise, c'est le plus actuellement plausible, c'est ce qu'on appelle le scénario RCP 8.5. On voit comment, là, sur les 100 prochaines années, ça va augmenter, là, presque de 75 cm. Mais on voit, tu sais, au début, ça augmente, à un moment donné, après, à partir de 2050, ça accélère, là, ça va aller beaucoup plus vite, là. Fait que pour l'instant, on le ressent, pas tant, mais on le ressent déjà. Déjà, là, ça, c'est une des mesures qui ont été prises dans les marégraphes, hein, entre autres Maria, Belle-Dune, et on peut déjà voir qu'entre 2000 et 2021, il y a eu 10 cm d'augmentation. Donc, chez vous, là, ça augmente à peu près 10 cm ou 10 ans. Bon, on va dire 1 cm par année. Fait que c'est ça. Ça, en fait, l'analyse de risque, bon, elle est complétée. On a beaucoup de données de l'UQAR. Maintenant, l'analyse de solution, elle est commencée. Hein, on l'a amorcée parce que c'est sûr qu'on voulait vous rencontrer, mais bon, il faut à un moment donné aussi se coordonner, mais on ne voulait pas non plus retarder des travaux. Fait qu'on a amorcé certaines choses dans l'analyse de solution et aussi dans la modélisation, surtout. La modélisation, elle est commencée, elle va se terminer à la fin août environ. Okay? Puis, en parallèle à ça, il va y avoir l'analyse de solution qui va se faire, puis éventuellement la conception. Donc, ça veut dire qu'à l'automne, on va être pas mal rendu dans la partie où on est prêt à intervenir dans les plans et devis. Là, en fait, ici, à partir des simulations faites par les études hydrauliques puis les simulations par ordinateur, ça, c'est des hauteurs d'eau, en fait, qui sont simulées. Là, vous voyez ici, là, ça, c'est le mur du ministère des Transports. Le IGA est là, la rue des Tournepierres, la Pointe Verte. Ça, c'est un événement qu'on dit une récurrence 2 ans. Okay? Une tempête, récurrence 2 ans. Ça veut dire, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire des fois qu'on entend ça, récurrence 2 ans? Là, c'est une chance sur 2 que ça se produise chaque année. Okay? Ça veut dire que c'est pas mal fréquent. Et ce qu'on voit déjà, là, on peut l'apercevoir un peu, là, la rue des Tournepierres est inondée là, sur presque son entièreté. Là, hein? C'est un secteur bas, vous le connaissez. Hein? Et quand on prend un événement plus costaud, là, genre 2005, là, 2 décembre 2005, là, ça ressemblait pas mal à ça, là, un 50 ans. Hein? C'est un événement qui arrive plus rarement, mais quand même assez fréquent aussi. Une chance sur 50 d'arriver à chaque année. C'est une chance sur 50, ça reste quand même une bonne probabilité. Hein? Et finalement, on voit là, que ça inonde beaucoup là, sur la rue des Tournepierres hein, quand c'est inondé. Et ça vient en partie de l'avant, hein, par le déferlement de vagues, hein, et ça vient aussi par l'arrière de la lagune, parce que les terrains sont plus bas dans ce secteur-là aussi. Fait que ça rentre des deux côtés. À ça s'ajoute peut-être des fois hein, des crues de la rivière Verte. Donc là, on a une panoplie d'aléas là, qui s'ajoutent dans le secteur de la rue des Tournepierres. Et des fois aussi des remontées de nappe. Hein. Fait que tout ça, ça commence à faire beaucoup. Là. Fait que quand on prend cet événement 50 ans, qui est déjà assez problématique, là, puis qu'on ajoute les réchauffements climatiques, hein, on le projette juste sur 30 ans, là, pas si loin que ça, là, 30 ans. Puis on met un rehaussement marin. Là, on voit là, que c'est tout mauve partout. Là, hein? Ça veut dire qu'ici, c'est des hauteurs d'eau. Là, c'est presque 1 mètre d'eau là, pour un événement 50 ans quand on le projette dans 30 ans. Donc, c'est ça qu'on voit, là, les choses s'aggravent en fait avec le temps. Donc, si bien que finalement, stratégiquement, on s'est dit, bon là, il faut traiter ces deux secteurs-là de façon distincte. On n'a pas le choix, là. On ne parle pas des mêmes problèmes, là, en fait.
Fait qu'on a divisé le secteur de la rue, on pourrait dire secteur commercial, hein, qui est un peu plus simple. Là. On s'entend, il y a moins de submersion, les terrains sont plus hauts. Et là, il y a le secteur de la rue des Tournepierres ici, qui part à peu près du parc municipal, là, qui va jusqu'au fond de la Pointe-Verte. Là, je vais passer ça rapidement, mais 2 ans dans le secteur ça, c'est l'IGA, ça, c'est en fait la résidence pour personnes âgées. Là, 2 ans, même un 50 ans, ça ne touche pas vraiment. T'sais. Puis quand on le projette dans le temps, on voit que ça inonde un petit peu, 20 cm, 30 cm. Donc, c'est pas si majeur que ça. Par contre, quand on arrive dans la rue des Tournepierres, puis qu'on simule un 2 ans, on voit déjà où le parc municipal, lui, est vraiment fortement affecté. Et là, on voit qu'un 50 ans, là, ça vient vraiment atteindre des niveaux beaucoup plus hauts. Puis quand on projette là, avec changement climatique, dans certains cas, le bleu, c'est au-delà d'1 mètre d'eau. C'est beaucoup. Là. Et le rose, c'est de 0,5 à 1 mètre. Pour moi, 0,5 mètre, là, pour un adulte, là, pour moi, c'est quelque chose de, on pourrait dire, dangereux. C'est quand vous avez un demi-mètre d'eau avec déferlement de vagues, là, puis projection de débris, là, c'est pas le fun. Là. Vous pouvez être emporté par un événement comme ça. Pour un adulte, plus personne âgée ou enfant, c'est plus 30 cm même. Hein? Fait que des événements comme ça, ben, on ne veut pas que ça se produise trop souvent. Donc, la rue des Tournepierres, quand on va plus vers le fond, ben là, on voit déjà un événement 2 ans. On a presque jusqu'à 25 à presque un demi-mètre d'eau dans ce secteur-là ici, là, pour un événement 2 ans. C'est une chance sur 2 que ça se produit par année, là. C'est beaucoup, là. Mais on voit par contre que les terrains sont pas inondés. Mais là, on parle pas. Ici, on parle juste de niveau d'eau. Hein? On n'a pas ajouté les vagues, là. Pas juste niveau d'eau. Hein? Ça reste quand même juste avec ça déjà préoccupant. Donc, on voit quand on simule une tempête de 50 ans, juste niveau d'eau, là, on voit encore la rue des Tournepierres qui est fortement inondée. Et ce qui est particulier là-dessus, quand il y a des simulations qui ont été faites pour la tempête de 2010, le David Didier, qui était le doctorant là, qui a fait des simulations, il avait mesuré des vitesses de courant dans la rue des Tournepierres, hein, la tempête de 2010, puis il a simulé en fait des courants qui allaient jusqu'à 1 mètre seconde. C'est beaucoup. 1 mètre seconde, là, c'est une rivière, ça. Là. Fait que 2010, la rue des Tournepierres était littéralement une rivière. Quand on projette encore une fois ce niveau d'eau-là, hein, de 50 ans, là, de récurrence 50 ans, puis on le projette dans le temps, là, dans les 30 prochaines années, en fait, toute la rue des Tournepierres est complètement rose, mauve. Là, c'est au-delà du mètre d'eau. C'est beaucoup. Donc, les étapes actuellement qui sont en cours, il y a l'analyse des vagues au large, des niveaux d'eau qui sont étudiés. Donc, ça, c'est votre climat de vague chez vous, hein, devant Maria. Hein, vous avez un climat de vague qui vient du sud-ouest, puis un climat de vague qui vient du sud-est. Les 2 tempêtes hein, qui vous affectent. Et on voit que les flèches les plus importantes, là, les vagues, les fréquences les plus importantes, ça vient du sud-ouest. Donc, c'est pour ça que votre sable, il se déplace plus vers l'est, parce qu'il se fait pousser plus souvent dans ce sens-là que dans l'autre sens. Fait qu'en bout de ligne, le bilan, c'est que le sable se déplace vers l'est. Mais des fois, il se déplace de l'autre bord. Mais c'est ça. Finalement, le bilan, c'est que ça se déplace plus dans l'autre sens. Et finalement, pour faire cette analyse-là, le laboratoire, là, il part très macro. Hein. Il part d'un modèle de l'estuaire golfe du Saint-Laurent. Là, on voit, il simule une tempête ici du 13 décembre 2017, d'une tempête d'est. On voit comment les vagues se propagent. Hein. On voit que ça atteint beaucoup la côte nord-est là, de la Gaspésie. Et on voit quand même que ça rentre dans la baie des Chaleurs. Et là, comment ça se comporte après dans la baie des Chaleurs, c'est ça le défi aussi. Hein? C'est qu'il y a un modèle aussi pour la baie des Chaleurs. Ces vagues-là sont reprises et là, on voit comment les vagues se comportent dans la baie des Chaleurs. C'est important, une vague, là, mettons, il y a un vent qui souffle, qui génère une vague hein, de l'est.
Mais la vague, elle peut tourner aussi. Elle ne va pas juste dans une direction. C'est qu'à un certain moment, avec le fond, elle va se réfracter, puis elle va pouvoir tourner, puis même venir atteindre une côte. Okay? C'est pour ça que la bathymétrie, la profondeur d'eau est importante. Parce que dans les modèles, c'est ça qu'on veut mesurer. C'est-à-dire qu'on prend ici, là, dans le modèle on peut dire plus régional de Maria, on voit ici la Pointe Verte dans ce secteur-là, avec une bouée aussi de Lucar qui est installée. Hein. La bouée de Lucar permet de valider le modèle. Puis on voit comment les vagues se propagent. Hein. On voit cette tempête-là, cette fameuse tempête-là de l'Est, là, ben, rendue ici à Maria, les vagues tournent puis ils viennent déferler là, sur le secteur de Maria. Donc le modèle, lui, il permet de voir, de simuler des tempêtes. Il permet de voir comment la vague se réfracte. Il permet de voir à quelle hauteur la vague va avoir quand elle va déferler. Il permet de déterminer l'énergie qu'elle va déployer. Puis cette énergie-là, qu'est-ce qu'elle va être capable de transporter comme soit générer de l'érosion ou soit transporter du sable aussi. Hein? Tout ça, c'est toutes des équations en fait. Puis ça, c'est intégré dans le modèle numérique. Et là, je vais vous montrer un peu des sorties de simulation de remontée de vagues. Ça, c'est fait avec un autre modèle qu'on appelle X-Beach. On voit, c'est encore le secteur de Maria qui est ici. Bon, devant le IGA, comment ça se comporte? En fait, là, je vais vous montrer un peu des sorties. Ça ici, c'est le modèle c'est la tempête de 2010. On voit, ça c'est un logiciel qui s'appelle X-Beach. Hein? On voit devant l'IGA la topographie de la plage jusqu'à une certaine profondeur, jusqu'à 10 mètres de profondeur a été mis. Puis on voit comment la tempête de 2010 a été générée, puis on voit comment ça a franchi. Puis ici, il y a un chiffre. Là, écoute, j'ai pas mis mes lunettes, je pense que c'est 12 litres par seconde, hein, c'est ça? 12 litres par seconde, c'est un franchissement de l'eau. C'est comme ça que les ingénieurs ils désignent les ouvrages de protection, c'est qu'il faut qu'ils évitent le franchissement. Puis ce qui est acceptable, là, 5 litres par seconde, pour un piéton, là, c'est dangereux, 5 litres par seconde. Donc la tempête de 2010, derrière le IGA, on était à 12 litres par seconde. Puis ça a franchi. Hein? On peut dire que ça a inondé juste peut-être un 5-10 mètres. Hein? On le voit ici. Et là, quand on projette ça dans le temps, hein, dans les 30 prochaines années, on remonte le niveau d'eau, on fait aller la même tempête, puis là c'est plus 12 litres par seconde, hein, c'est 22 litres par seconde qui franchit, puis ça va beaucoup plus loin. Hein. Ça veut dire que la même tempête qui va se produire dans 30 ans, elle va causer plus d'impact. Et là, c'est sûr que, je vous ai dit, on avait commencé des simulations. Bon, je pense que vous avez quand même une petite idée qu'on allait regarder la recharge de plage. Je vous en ai parlé au début. Fait que oui, c'était un peu d'une évidence que la recharge de plage allait être regardée. Puis, les premières simulations ont été faites. Bon, pour le secteur commercial, pas pour le secteur des rues des Tournepières. Donc, ce qui était regardé, c'est de mettre une recharge de plage qui a une hauteur de crête autour de 3,4. Le terrain est à 3 mètres, donc 40 cm un peu plus élevé que le terrain naturel, sur une vingtaine de mètres de large. Puis, il y a la même tempête de 2010 a été simulée pour voir s'il y avait du franchissement. Là, on voit, OK, la recharge de plage, elle fait la job, elle empêche le franchissement. OK? Donc, c'est ça l'objectif. Ceci dit, c'est des premières simulations qui ont été faites juste pour voir. Je vous montre ça juste pour vous dire que, bon, des premiers résultats montrent que la recharge de plage aurait un bon potentiel ici, dans le secteur commercial. Et même chose, si on projette dans le temps, même en projetant dans le temps, là, la tempête de 2010, la recharge de plage serait en mesure de protéger pour un événement de style 2010. Ceci dit, la solution n'est pas arrêtée. Mais il reste puis parce qu'il y a plusieurs autres solutions qui vont être regardées, mais je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble en fait quand on fait des simulations comme ça. Fait que ces simulations-là qui avaient été faites à l'UQAR dans le but d'une compréhension du système pour la submersion côtière, ils ont été refaites aussi pour un objectif de conception. Tu vois, c'est un petit peu différent, mais c'est un peu les mêmes éléments qui sont repris.
Donc, la rue des Tournepierres, on voit un peu les différentes... Là c'est là où on en est rendu dans l'analyse. Groupe Lassalle nous a envoyé ça la semaine passée. Donc, on voit il y a différentes transects qui ont été faites. Hein? Puis, on voit... Ça, c'est la tempête de 2010. On voit comment les vagues se sont propagées. Puis, on voit comment il y a du franchissement aussi. Hein? De plusieurs. Là, on voit que le secteur qui est plus franchi, c'est le secteur qui est ici, là. C'est le profil P, où il y a au-delà de 20 mètres, mètres cubes, 20 litres par seconde de franchissement. Puis ça va beaucoup plus loin aussi. Et ces mêmes simulations-là, ceci dit, ont été faites aussi en climat futur. Ça ici, c'est une image... Essayez pas de comprendre l'image, en fait. Ce que je veux vous dire, c'est que quand Lassalle et Naché ont développé une façon de calculer la récurrence qui combine les niveaux d'eau avec les vagues. Hein? Et puis, quand ils ont fait l'analyse pour la tempête de 2010, 2 décembre 2010, non, c'est 6 décembre 2010, la récurrence qui a été trouvée, l'analyse combinatoire, c'est d'une récurrence de 100 ans. Donc, l'événement que vous avez vécu en 2010, c'est un événement de 100 ans. C'est quand même exceptionnel, hein, on s'entend. C'est un événement qui est quand même rare, que vous l'avez vécu, là, c'est pas le fun de vivre ça. Hein? C'est pas intéressant. Mais par contre, cet événement-là, qui est plutôt exceptionnel, avec le temps, il va le devenir de moins en moins parce que quand on le projette dans 30 ans, là, cet événement-là, il va passer d'un événement de 1 chance sur 100 à 1 chance sur 40. Hein? Donc, ces gros événements-là, là, avec le temps, ils vont revenir de plus en plus souvent. Donc, ça, c'est pas une bonne nouvelle, en fait. L'événement du 2 décembre 2005, lui, c'est un événement qui a été estimé à 40 ans. Événement 40 ans, OK, 1 chance sur 40 que ça se produise à chaque année, mais lui, là, dans 30 ans, là, il va revenir à tous les 10 ans. Là, on s'entend, ça va être une récurrence de 10 ans. Donc, 1 chance sur 10. 1 chance sur 10, là, ça revient souvent, ça. Fait que c'est ça. Juste pour vous dire que les récurrences sont en train de changer. Puis ça, c'est pas une bonne nouvelle. Un événement de 3 ans va passer à un événement annuel. Un événement annuel va peut-être arriver à toutes les grandes marées. Tout ça, là, ça arrive de plus en plus fort, de plus en plus fréquent. Ça, c'est une simulation qui a été faite par Lucar, en fait, qui montre, ça c'est une autre projection, là, je vais vous mêler, mais en réalité, là, ça c'est une projection en 2070, là, dans 40 ans. Là, ça montre l'événement encore de 2010. Sur la rue des Tournepierres, l'événement a généré un franchissement avec une hauteur d'eau de 12 cm. Bien, en 2040, ce même événement-là va générer une submersion de 80 cm, 85 cm. Ici, dans le secteur de la rue des Pluviers, 11 cm en 2010, mais ça va être 1 mètre en 2040, le même événement. 1 mètre, là, c'est beaucoup, là. C'est vraiment beaucoup. Puis dans le secteur du parc municipal, bien là, c'est déjà élevé, là, parce que l'événement de 2010 était autour de 37 cm. On va être autour de 1,25 m. C'est pratiquement c'est en fait... c'est en 2070, oui. C'est ça. Ça veut dire 2070, c'est dans 40 ans, ça, je pense. Ouais, 20, 50 ans. Oui, c'est ça. Ouais. Et là, on est là, en fait. On est là, vous voyez, là, en fait, tout ça avance un petit peu en parallèle. Les autorisations environnementales aussi ont été amorcées. Parce que juste les autorisations environnementales, là, une démarche environnementale, ça prend 4 ans environ. C'est pour ça, en fait, que le ministère, pas le ministère, mais plutôt la municipalité, surtout à la suite de la tempête de 2023, a demandé au ministère de l'Environnement d'avoir un décret de soustraction pour pouvoir accélérer la démarche environnementale, pour pouvoir faire les travaux plus rapidement. Ceci dit, en faisant ça, on s'enlève une possibilité de consultation publique par le BAP. Par contre,
En contrepartie, on vous l'a montré, mais la municipalité a décidé d'en faire à plusieurs reprises. Hein. Donc, ça pourrait compenser cet élément un peu négatif. Mais l'avantage, c'est que ça accélérerait là, pour faire les travaux. Donc, les autorisations environnementales, la caractérisation écologique la municipalité a donné un mandat à Activa, une firme locale, en fait, pour faire la caractérisation écologique du secteur. Ça, c'est dans tout projet, c'est obligatoire. Il faut faire une caractérisation écologique. Donc, le temps de donner les mandats, qu'ils fassent leur inventaire, qu'ils fassent leur rapport. Donc, tout ça, ça prend à peu près 6 mois. Ça s'est fait en parallèle aux autres étapes. Et la Fédération québécoise des municipalités qui s'est occupée de ce mandat-là aussi, de donner le contrat, puis qui a aussi fait une demande de soustraction au ministère de l'Environnement au nom de la municipalité. Fait qu'aujourd'hui, en fait, dans le cadre de l'atelier, ce qu'on veut vous dire, ce qui est important aussi de retenir, c'est qu'à partir de maintenant, on va amorcer 2 démarches distinctes. Hein. Une démarche qui va viser le secteur commercial. On s'entend qui va être plus simple. C'est plus simple parce que, vous l'avez vu, on a simulé. Déjà, on est en mesure de savoir qu'une recharge, ça ferait la job, mais on va regarder d'autres solutions. Et il faut nécessairement aussi, à tous les cas, regarder le retrait. C'est une exigence, ça, de la procédure environnementale. Il faut regarder différentes variantes, dont le retrait. Il faut faire la démonstration que, dans le fond, le gouvernement a plus avantage à protéger qu'à déplacer. Donc, on le fait dans tous les secteurs, dans tous les projets, on le fait toujours. Fait que dans ce secteur-là aussi, ça va être le cas. Dans le secteur de la rue des Tournepierres, celle-là, c'est plus complexe. Ça va être plus long aussi, en fait. Ici, ça risque d'être plus court. Ça va être plus court. Ici, ça va être plus long. C'est une démarche qu'on veut, que la municipalité veut participative, dans le sens où on veut que les citoyens participent à cette démarche de solution-là. La rencontre d'aujourd'hui, c'est une première amorce, mais on vise vous rencontrer dans les 2 secteurs différemment, parce que ça va être des contextes différents, en automne, pour avancer. Dans certains cas, peut-être l'analyse de solution sera terminée ici. Dans certains cas ici, il y aura une démarche distincte qui sera amorcée. Puis, dans le fond, c'est ça, on reviendrait à l'automne. On ferait... Il y a déjà potentiellement une approche qui a été faite avec une chercheure, entre autres, pour pouvoir regarder des scénarios d'adaptation dans ce secteur-là. C'est sûr qu'il va y avoir différentes solutions, mais on s'entend juste la recharge de plage ici, là, c'est pas suffisant. Parce que là, en faisant de la recharge de plage ici, on viendrait limiter la submersion par ici. On enlèverait aussi le niveau de dangerosité en lien avec le déferlement des vagues, mais ça viendrait inonder par l'arrière. Fait que c'est toute une autre vision à réfléchir. Puis, on ne se le cache pas aussi, le déplacement va faire partie des scénarios. Ça veut dire qu'il faut regarder aussi cette option-là, voir s'il y a une possibilité de créer des nouveaux quartiers. Mais ceci dit, tout ça est en réflexion. Puis tout ça va se faire avec vous. On se donnerait rendez-vous là, à l'automne pour poursuivre cette réflexion-là. Merci, M. Bouchard. Beaucoup d'informations. Si vous voulez, on va prendre une pause de 5 minutes là, avant. Il y a des gens du ministère de la Sécurité publique, de la Santé publique, qui vont s'asseoir à différentes tables. Fait que vous pourriez poser des questions. Il y a quelques questions qu'on pourra tout à l'heure, quand on va commencer l'atelier, là, vous poser, qu'on aura à répondre. Ensuite, il va y avoir M. Fraser Christian de l'UQAR qui va se promener d'une table à l'autre là, pour animer, répondre à des questions. Fait qu'on reprend dans 5 minutes. Merci beaucoup. Bonsoir.
Bon, ça me fait vraiment plaisir, avant de passer à l'action, ça me fait vraiment plaisir de vous dire d'être là. Et comme vous l'avez vu, depuis 2005-2006 que je m'intéresse personnellement et que j'habite ici. Donc, je suis vraiment content qu'on en soit rendu ici aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai juste offert ma participation, en plus de peut-être des données et du suivi des dernières années, à l'organisation puis à vous accompagner dans la soirée. Et on avait convenu dans nos rencontres d'équipe que c'était vraiment important que ça ne soit pas juste un micro ouvert à tout le monde, qu'on pose des questions comme l'Assemblée aux experts, mais que c'était important qu'on se parle en sous-groupe, vraiment pour faire sortir toutes les préoccupations, toutes les attentes et toutes les questions. Plus que juste 2-3 personnes, disons, qui pourraient poser ces questions, bien, en table de discussion, ça permet pas mal plus de discuter. C'est sûr qu'on n'a pas des heures devant nous, mais si on a une dizaine de minutes par question où on peut discuter ensemble, il y a quelqu'un, donc il y a des gens là, des différents ministères, ouais, les gens, vous pouvez lever vos mains, les gens qui se sont offerts pour animer et prendre des notes. Donc, dans le fond, ces gens-là vont s'installer chacun sur une table et on souhaite que ça soit relativement bien distribué. Disons qu'il n'y ait pas 12 personnes à une place puis 2 à l'autre table. Donc, si vous voyez que c'est un petit peu surchargé à des tables, vous pouvez aller à des tables où il y a moins de monde. Comme ça, bien, ça va juste permettre la discussion. Et le but est vraiment de vous entendre sur qu'est-ce qui vous préoccupe, qu'est-ce que vous vous attendez de tout ça. Et si vous avez des questions que vous avez peut-être notées tout à l'heure pendant la présentation à Jean-Denis, bien, c'est le temps de la noter. Comme ça, ces questions-là, ils pourront probablement être répondues ce soir et sinon seront répondues dans les prochains temps par d'autres médiums ou lors de nos prochaines rencontres. Donc, on peut y aller, tiens, si on part de l'arrière puis on s'en vient vers l'avant. Donc, Louis-Charles, est-ce que tu as une question puis moi, je pourrais diriger la question aux bonnes personnes. Il y a beaucoup de questions autour des solutions d'ingénierie qui vont être explorées pour Tourne-Pierre. Notamment, est-ce que des pilotis, ça serait envisageable? Est-ce que rehausser les terrains pourrait être envisageable? C'est celles qui ont circulé autour de la table. Mais est-ce qu'il y a quelques solutions candidates qui vont être explorées dans l'analyse de solutions pour Tourne-Pierre, dans les solutions d'ingénierie? Je pense que Jean-Denis, tu pourrais donner un cue là-dessus. En quoi consiste finalement l'analyse de solutions et quelles solutions sont envisagées? Oui, ben pour l'instant, en fait, c'est pas encore, on pourrait dire, arrêté, là, puis amorcé pour la rue des Tourne-Pierre. Par contre, ce que vous mentionnez, c'est sûr que le rehaussement des terrains, ça en ferait partie, assurément. C'est sûr que la recharge de plage va être regardée aussi. L'enrochement, par défaut aussi, on le regarde pas mal toujours. Brise-lame au large est souvent aussi regardé. Dans le cas de la recharge de plage, c'est sûr que ça ne pourra pas être fait seul non plus. C'est soit qu'il va falloir endiguer l'arrière aussi, hein, ou rehausser les terrains, ou les deux. Fait que, donc, ça peut être un peu dans cette gamme de solutions-là. Si vous avez d'autres idées, ben, vous pouvez les mentionner. Là, mais pour l'instant, en tout cas, puis là, je veux dire, moi, je ne suis pas ingénieur, fait que là, je ne suis pas dans mon champ de compétences. Ceci dit, je ne pense pas trop me tromper en vous mentionnant ce que je viens de dire là. Merci. Nous, ici, on avait une question par rapport au secteur commercial et notamment, il y a beaucoup d'émissaires pluviales qui sortent dans le secteur commercial et on se demandait, dans le cadre d'une recharge de plage ou toute autre solution d'ingénierie, est-ce que ces émissaires-là vont être considérés et quel genre de défi ça peut représenter pour les gens qui vont faire la conception? Oui, c'est une bonne question. C'est toujours, oui, effectivement, quand il y a une recharge de plage, là, juste pour vous mentionner, la première fois qu'il y a eu une recharge de plage d'envergure au Québec, c'était à Sainte-Luce en 2014. Puis c'était aussi une recharge en sédiments grossiers. Puis je ne sais pas si vous visualisez Sainte-Luce, c'est la promenade, là. Hein? Il y avait 14 émissaires, en fait, le long des... Puis c'était effectivement un défi. Ce qui a été pensé, c'est que l'écoulement de l'émissaire là, se fait via un enrochement qui est comme étalé
sur la plage. Fait qu'il y a une diffusion qui se fait, puis la recharge se met par-dessus. Fait que c'est comme si c'est intégré dans le projet de recharge, mais il faut absolument en tenir compte. Ceci dit, il y en a un gros, là, c'est les colibris. Hein. Lui, il va falloir qu'il soit prolongé. C'est plus un émissaire un peu plus costaud, là. Mais dans le cas, parce que s'il y a une recharge qui se fait à la limite du mur, on ne peut pas commencer. Tu sais, une recharge, il faut que ça vienne s'accrocher sur quelque chose. Hein? Fait qu'on ne pourrait pas commencer directement une recharge après le mur. Fait que c'est sûr qu'il faudrait, dans le concept de recharge, il va y avoir un épi qui va faire office de frontière entre le mur du ministère des Transports puis la recharge de plage. Et là, l'épi pourrait servir en même temps là, pour prolonger l'émissaire. Mais oui, ça fait partie du projet d'intégrer les émissaires dans l'ouvrage. Prochaine question. Oui, vous avez abordé quelques éléments d'infrastructure. On va rester dans le thème, mais en complément. En 2 éléments, en fait, on se demandait ici si la reconstruction du vieux quai, elle est possible pour protéger le secteur Tournepierre et en même temps, qu'est-ce que les individus peuvent faire avec leurs murs de protection sur les terrains individuels? Oui, le vieux quai, en fait, ben oui, c'est une bonne question, mais oui, ça peut être regardé. Ce genre, si c'est souhaité, en fait, je vous dirais que quand on a fait le projet à la Grave, aux îles de la Madeleine, là, il y avait des gens qui nous disaient, tu sais, avant ça, il y avait un vieux quai qui faisait office de protection. Puis qu'une fois qu'il a été démantelé, ben, ça a changé les conditions hydrodynamiques. Puis là, ça fait qu'il y avait quand même cette croyance-là, en fait, qui était, vraie ou pas, mais finalement, en fonction de ces préoccupations-là, on a demandé à la salle NHC de simuler une reconstruction de quai, puis de faire aller des tempêtes, voir si effectivement ça créait un effet d'ombre, puis si ça pouvait améliorer en fait la protection des côtes. Puis finalement, ce que la simulation a démontré, c'est que c'était pas suffisant en fait. Mais quand même, ça a été regardé. Fait que si des fois, tu sais, mais on peut pas non plus toujours simuler tout parce que ça coûte quand même cher la simulation, là. Juste pour vous dire, simuler Maria au complet, là, dans tout ce qu'on va faire, juste peut-être pour la recharge, ça va être autour de 70 000. Fait qu'on peut pas comme tout le temps, mais tu sais, ceci dit, je pense que on le retient, puis assurément, on pourrait avoir soit une réponse, soit qu'on pourrait regarder, voir si effectivement ça aurait un impact positif ou négatif de reconstruire le quai. Ouais. Mais bon, ceci dit, on peut déjà anticiper un impact, là, parce que si on reconstruit le quai, c'est sûr qu'on va améliorer les conditions à l'ouest. Hein, vous avez vu, ça va capter le sable. Mais à l'est, là, les gens ils vont écoper solidement si on fait cette infrastructure. Si, mettons, on reconstruirait cette infrastructure-là. Fait que ça, déjà, d'une façon un peu géomorphologique, là, dans les conditions, avec notre connaissance, ça aurait ça comme impact. Ça veut dire, puis ça, je vous dirais, on l'a simulé aussi à Pointe-aux-Outardes, parce qu'à Pointe-aux-Outardes, effectivement, les gens, il y avait un quai aussi, puis les gens voulaient qu'on fasse des champs d'épis, puis ça a été aussi regardé, simuler les champs d'épis. Puis, finalement, l'impact était tellement grand de l'épi, là, qui captait le sable en transit, que finalement, il fallait recharger, en plus de mettre des épis, mais il fallait recharger même encore plus. Fait que finalement, c'est pas avéré une bonne solution. Ouais. Mais quand même, on l'a simulé, on l'a montré aux citoyens. Fait que, effectivement, dans le concept, ça pourrait être recharge avec ou sans épis. Avant la prochaine question, parlant du quai à Maria, pour avoir vu des vieilles photos, il y avait la première partie du quai était sur pilotis. Hein. Donc, le sable pouvait, l'ancien quai, le sable pouvait migrer sous la plage. Donc, on dit des fois que ça avait l'air de barrer la dérive littorale. Ça l'a barré un petit peu. Il y a eu un petit peu plus d'accumulation à l'ouest.
mais j'ai remarqué à un moment donné que c'était sur pilotis dès le début. Donc, ça n'a pas créé une immense accumulation à l'ouest, puis un gros déficit à l'est. Petite note en passant. Prochaine question. Bonsoir tout le monde. 2 questions à notre table, surtout pour le secteur Tournepierre. Premier temps, on aimerait savoir le point de rupture entre les 2 secteurs, le secteur commercial et le secteur Tournepierre, situé approximativement où? Puis l'autre question, là, si jamais il y avait une relocalisation, une allocation de départ offerte aux propriétaires, est-ce que les terrains vont rester aux propriétaires? Oui, bonne question. En fait, là, la première question, c'est la limite entre le secteur commercial. Hein, donc, ça serait après le parc municipal. Puis, le secteur des rues des Tournepierres commencerait après le secteur du parc municipal. L'autre question, est-ce que les propriétaires pourraient rester propriétaires de leur terrain? Ça, je pense que oui. Félix, toi, mais je veux... Ouais, mais je veux pas... Ouais, vas-y, Félix. Ouais. Bien, ça, je pense que ça va être du cas par cas. C'est peut-être prématuré de répondre à ça. Généralement, quand il y a des secteurs là, avec des allocations de départ, il y a des ententes qui sont faites pour que ces terrains-là soient transférés aux municipalités, dans le but justement que la municipalité peut contrôler qu'est-ce qui va se passer ces terrains-là, pour pas qu'il y ait d'autres personnes qui vont s'installer dessus. Mais ça, c'est pas comme une loi écrite ou une directive. Habituellement, quand il y a des sites comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je sais aussi que le contraire est aussi possible. Il y a des endroits, ces endroits-là, souvent, c'est quand même des beaux spots, des plages. Les propriétaires veulent garder leur pied à terre, puis peut-être se mettre des roulottes ou d'autres choses qui est enlevable. Là. Je vous donnais l'exemple aux gens à la table tantôt. Château du Buc à Chandler a été détruit par la tempête Fiona. Le bâtiment a été démoli, mais les propriétaires ont gardé la propriété de son terrain, puis ils s'installent une roulotte de voyage l'été, puis ils l'enlèvent à l'automne avant que les tempêtes arrivent. Fait que je pense qu'avant de dire oui ou non, c'est quelque chose qui est à regarder, mais toujours selon les volontés de la municipalité. Une autre question? Oui, bonjour. Donc, nous, on avait 2 questions, dont une qui a un petit peu été répondue au début pour savoir si ça allait être regarder ou modéliser la possibilité de soit endiguer vers l'arrière ou de protéger vraiment de la submersion le secteur Tournepierre. Puis la deuxième question était plus au niveau de la recharge de plage. Les 2 secteurs, en fait, commercial et Tournepierre, quelle hauteur que ça serait, dans le fond, si on verrait la mer encore, ou quelle hauteur que ça le talus, en fait? Mais pour l'instant, puis là, ça évolue, hein, mais le premier concept qui a été envoyé à la salle, donc l'ingénieur, il a fait une première conception, puis il a mis la hauteur à 3,4. Puis, je vous ai montré les images, à 3,4, là, c'était suffisamment haut pour éviter le franchissement d'une tempête de récurrence 100 ans, comme celle de 2010. Puis même quand on projetait dans le temps, là, hein, ça faisait la job encore. Fait qu'à 3,4. Au niveau du IGA, le terrain est autour de 3 mètres. Mais là, plus qu'on s'en va vers l'est, plus que les terrains vont diminuer. Fait qu'effectivement, à un certain moment, lui, la crête, il faut qu'elle reste à la même hauteur parce que hein, c'est des vagues. Fait que c'est sûr que plus le terrain est bas, bien, plus que la recharge, elle va être haute par rapport au terrain. Mais pour l'instant, en tout cas, la recharge est estimée à 3,4. C'est une première variante, une première simulation. Après ça, il va y avoir des ajustements. Là, je vous dis ça sous toute réserve. C'est des résultats préliminaires. Mais déjà, on peut imaginer que une recharge devant, par exemple, le terrain municipal où le terrain descend presque à 2 mètres, là, bien, la recharge serait, si la recharge serait devant le parc municipal, là, ça serait presque 1,4 mètres par-dessus là, le terrain. Puis après ça, ça serait une pente douce vers la mer. Hein. On peut s'imaginer une genre de, si vous allez aux îles de la Madeleine, là, une genre de dune, là, tu sais. C'est pas un mur, là, dans le fond, hein, c'est des pentes douces. Ouais. Pardon?
c'est plus autour de mémoire 2,5 mètres là, dans le coin de la rue des Tournepierres où les terrains sont à peu près 2,5, 3 mètres. Ça me semble que c'est plus autour de 2,5 mètres. Ouais. Oui, bonjour. Donc, nous, on a répondu quand même à plusieurs questions. On avait, au niveau des solutions d'infrastructure, souvent, c'est des recherches qu'on voit qui ont été faites, puis on se demandait ici, surtout à Maria, que l'eau n'est pas très profonde. Est-ce qu'il y a des ouvrages maritimes, soit des bouées, des brise-lames? C'est quelque chose qui pourrait être plus probable à Maria. Puis, on avait une autre question aussi sur la mécanique des indemnités pour la relocalisation. Est-ce qu'on doit aller dans un quartier, on est obligé d'y aller, on peut aller où ce qu'on est? Un peu plus de précision, je pense, par rapport à ça. OK. Ben, la première question, c'est sûr que le brise-lames va être regardé. OK? Ça, c'est sûr que ça fait partie toujours des solutions. Je vous dirais, pour ce que j'ai vu ailleurs dans d'autres projets, ce qui joue en sa défaveur, hein, le brise-lames, c'est que ces ouvrages-là, on les voit souvent dans Méditerranée. Hein. On voit souvent ça, des brise-lames, puis c'est assez efficace. Mais il y a une chose aussi, dans la Méditerranée, les marées sont petites. Hein? C'est juste moins d'1 mètre. Fait que le brise-lames n'a pas besoin d'être si haut que ça. Fait que c'est pas un ouvrage qui est très imposant. Mais ici, là, on est dans des marnages là, de quelque chose comme 3 points quelques mètres. Là. Fait au départ, il faut que votre ouvrage soit au moins 3 mètres, plus les vagues. Fait que ça nous met quelque chose comme presque 5 mètres. C'est fait comme un mur devant chez vous. Puis là, c'est pas un mur droit. Il faut que ça soit une crête d'au moins 3 mètres sur le sommet. Puis après ça, il faut descendre la pente douce. C'est beaucoup de roches qui est amené au large. C'est de l'empiètement dans l'habitat du poisson. Ça veut dire qu'il faut compenser à Pêche Océan Canada. Tout ça. Puis en arrière d'un brise-lames, ce qui est particulier, c'est que vous enlevez l'effet vague, sauf qu'en arrière, vous augmentez l'effet courant. Fait que ça fait un genre de canal. Fait que tout ça, c'est un peu délicat, les brise-lames. C'est moins adéquat, je vous dirais, parce qu'on a un marnage comme de marée là, qui est assez grand. Fait que ça fait que l'ouvrage est tellement imposant que c'est pas intéressant. Ça fait comme une barrière. Vous n'auriez plus accès à l'estran à marée basse. Il y aurait un mur qui bloquerait. Ouais. Fait que puis je comprends, on comprend tous l'idée, on aurait tout envie que ça serait bon. On voit tout un beau petit récif au large, là, mais c'est juste que la conception fait que c'est un ouvrage qui est trop gros. L'autre question, c'est est-ce que, là, Félix, tu veux-tu répondre ou j'amorce ou je te lance? OK. Bon, est-ce que dans la relocalisation, là, dans le programme actuel, c'est au choix du citoyen? Hein? C'est pas le citoyen, il peut prendre l'argent, en fait, puis aller s'installer où il veut. Puis la maison, historiquement, après, était détruite. Puis on enlevait la fondation, puis le terrain était vendu aux enchères. Ça, c'était dans le temps. Maintenant, la municipalité de Sainte-Flavie, Sainte-Luce, on dit ça n'a pas de bon sens, détruire les maisons. Nous autres, on voudrait les récupérer puis les vendre aux enchères. Fait que, ils ont réussi à changer le programme. Ils ont fait des démarches auprès de la ministre de l'époque, Guilbeault. Puis le programme a changé. Ils ont récupéré les maisons, sont allés les installer. Puis, en pénurie de logements, ça tombait bien. Hein? Il y avait une vingtaine de maisons là, qui pouvaient installer rapidement. Donc ça, c'est une première possibilité, c'est-à-dire que le citoyen prend l'argent puis il part, et où, pour un montant maximal, soit de la valeur de reconstruction ou soit un maximum de 425 000, la personne pourrait décider de soulever sa maison, la déplacer, acheter un autre terrain, faire une fondation, puis déposer sa maison sur un autre terrain. Ça à Rivière-au-Renard, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Rivière-au-Renard, les événements de 2007, où il y avait eu des décès, hein, deux personnes âgées qui étaient... vous rappelez-vous, là, il y a eu plein de maisons qui ont été déplacées. Puis
Puis, il y a un nouveau quartier qui avait été développé, là, puis les personnes sont parties avec leur maison. Là, c'est un programme, puis ils ont déplacé, puis ils ont installé sur un nouveau terrain. Donc, ça, c'est une possibilité aussi. Donc, ça, c'est dans le programme, à la fois dans le programme général, hein, c'est comme ça, Félix, puis à la fois en prévention, c'est la même chose. Juste en complément, vous avez remarqué qu'on ne parle pas d'expropriation. On parle d'indemnité de départ, d'allocation de départ. Ça veut dire, là, entre les lignes, que c'est un choix que vous avez. On ne vient pas dire, là, vous êtes obligé de vous en aller. C'est la décision du propriétaire. Autant décision de partir, puis décision de où il va aller aussi. Donc, il va y avoir un choix à faire. Est-ce qu'on demeure? Est-ce qu'on démolit, puis on achète d'autres choses? Est-ce qu'on déménage? Dans le fond, cette décision-là revient à chaque propriétaire. Effectivement. Il n'y a personne qui peut vous obliger à partir. L'autre, c'est un programme volontaire. Puis, si jamais, par exemple, à Sainte-Flavie, c'était une offre de relocalisation en prévention, bien, les gens, s'ils refusaient, là, ils ne perdaient rien. Là. Ils avaient droit au programme général si jamais, dans le futur, il y a un sinistre. Là, ils ne perdent rien, en fait. Mais ils ont cette possibilité-là. Oui, peut-être une ou deux questions. Est-ce que les résultats des modélisations seront rendus accessibles bientôt? Est-ce qu'ils vont être disponibles aux citoyens à la fin du projet? Là, comme M. le maire mentionnait, la présentation va être est filmée, hein, elle va être disponible sur le site de la municipalité. Là, déjà, vous allez pouvoir revoir des images si vous voulez. Comme je vous disais, les simulations, les modélisations vont, en principe, le mandat, selon l'échéancier de la salle NHC, là, c'était à la fin août. Fait que, quelque part, peut-être, on peut leur donner un peu de temps après pour le rapport, mais il va y avoir un rapport qui va être déposé, puis il va être remis aussi à la municipalité, là. Fait que oui, vous pourrez consulter ce rapport-là. Ouais. Peut-être une deuxième. Est-ce que la municipalité a en tête de développer un secteur pour des résidents qui voudraient déplacer leur résidence éventuellement? C'est sûr que dans Maria, il y a des secteurs là, de terrain disponibles. Là. Je pourrais compléter si jamais, puis là, tu sais, on projette, là, parce que on vous a dit, on revient en septembre, puis on va travailler ensemble. C'est toutes les possibilités de solutions, mais il reste que, dans le cadre de prévention, une dépense, c'est admissible une dépense pour développer un nouveau quartier, pour localiser ça peut faire partie de l'entente. C'est juste ça que je voudrais dire. Dernier groupe. Ça complémente pas mal ce qui a déjà été dit. Dans le fond, est-ce que dans toutes les indemnisations, il peut y avoir un traitement différent selon où tu habites? Parce qu'il y en a qui sont plus proches peut-être d'une zone plus inondable, d'autres sont plus au nord. C'est-tu comme un package pour tout le monde ou si ça peut se négocier au cas par cas? L'autre, c'était les recharges de plage. Pour ce qu'on en sait jusqu'à maintenant, c'est durable combien de temps? C'est-tu 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc.? Ouais, tantôt, vrai. il y avait eu une question sur les murs. Là. Qu'est-ce que les citoyens font avec les murs? Puis ça n'avait pas été répondu. Oui, c'est vrai. Il y a une question tantôt qu'on a passée. Hein. Merci. Là, écoute, je pense que c'est la première... Ah oui, OK, oui. Ben oui, c'est toujours des cas par cas, mais c'est pas en fonction du niveau de danger. Par contre, c'est plus en fonction de la valeur de la propriété. Puis c'est en fonction de la valeur de la propriété après, tu sais, reconstruction. C'est pas la valeur marchande ni la valeur de votre rôle d'évaluation, là. C'est un estimateur qui va passer chez vous puis il va dire c'est quoi la valeur de reconstruction. Donc, c'est plus élevé, en fait. Oui. Puis, fait que c'est ça. Mais c'est des cas par cas. L'autre question, les recharges de plage. Nous, en fait, quand on demande à l'ingénieur puis l'ingénieur, il fait faire des simulations par le laboratoire, on demande à ce qu'il y ait une durée de vie d'environ 30 ans, sans entretien. Okay? Ça veut dire qu'il met suffisamment de matériel pour que ça dure 30 ans. Pourquoi on a demandé ça au départ, c'est que
sais, une recharge de plage, là, quand on voit les recharges de plage que vous avez peut-être entendu parler au sud des États-Unis ou tu sais, en France ou en Italie, souvent, ils vont chercher le sable, ils pompent du sable, puis ils l'envoient sur la plage. Mais ça, c'est du sable fin. Fait que c'est sûr que ça part rapidement. Fait que c'est toujours récurrent. Il faut qu'ils recommencent aux 5 ans, tu sais. Puis c'est à gros coûts, c'est des gros bateaux qui font ça. Mais ici, là, on y est allé avec le matériel qui est disponible. Ici, il y a eu le passage des glaciers, il y a eu plein de dépôts glaciaires, des graviers, des sables. On a des bancs d'emprunt à proximité. Fait que l'idée, c'est de prendre ce matériel-là puis d'aller le mettre sur la plage, selon le concept de l'ingénieur. Puis lui, il va mettre suffisamment de volume de sable ou de gravier plutôt pour que ça résiste 30 ans. L'idée, c'est de compétitionner un peu l'enrochement. L'enrochement, dans une durée de vie de 30-40 ans, ben, la recharge aurait une durée de vie à peu près similaire, sans entretien. Puis sinon, ben, c'est parce que l'entretien, c'est à la charge de la municipalité. Fait qu'on ne voulait pas donner un mauvais cadeau à une municipalité en faisant une recharge qui devra entretenir 10 ans après. Fait que finalement, on met suffisamment de matériel pour que ça résiste pour une période de 30 ans. Le dernier, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les murs en place? Les murs en place, si jamais il y a un projet de recharge, ben en fait, ils sont enfouis. S'ils ne sont pas en interférence, ils peuvent rester là. Ouais. Pour le délai de trouver une solution, est-ce que vous avez un idée de combien de temps ça va prendre? D'avoir une réponse. C'est-à-dire que les citoyens peuvent plus plus d'inquiétude que d'autres choses. Ouais. C'est important que la municipalité poursuive en faisant des dit bon, ok, déménagez ou faites quoi. Ben, vous arrêtez là, on arrive à la conclusion qu'il n'y avait pas de solution. Oui, je vous dirais la rue des... la rue, comme je vais répondre la réponse facile. Là, la rue, le secteur commercial, ça va être plus facile. Okay? On s'entend, celle-là, en décret de soustraction, on vise même faire des travaux aussi rapidement que l'année prochaine. OK? Ça, c'est... Bon. Pour le secteur de la rue des Tournepierres, je pense que ça va dépendre vers quelle solution on s'enligne. Moi, je vous dirais que je laisserai encore du temps, là, mettons, les prochaines consultations ou rencontres pour qu'on puisse réfléchir ensemble à la question. Mais pour l'instant, je ne pourrais pas vous donner de délai, étant donné que on ne sait pas vers quelle solution on s'en va. Mais on comprend aussi que vous avez des inquiétudes, puis il faut qu'on accélère. Mais pour l'instant, en tout cas, je vous dirais, laissons-nous encore une ou deux séances, là. Mais oui, on va répondre à cette question-là, assurément. Bien, vous avez pris de l'avance, monsieur. Dans le fond, si on se prend un autre 8-10 minutes là, de discussion, c'est un peu justement pour faire ressortir les préoccupations. Là, dans le fond, vous avez posé des questions, puis on comprend bien que dans les questions, il y a des préoccupations. Mais je pense que ça peut juste permettre de continuer la discussion en équipe, puis les preneurs de notes vont prendre des notes sur vos préoccupations. Qu'est-ce qui vous inquiète, dans le fond, dans tout ce qui s'en vient, dans ce que vous vivez et dans ce qui s'en vient. Donc, on laisse un autre 8-10 minutes de discussion, puis les preneurs de notes vont faire un compte-rendu. Excellent. Je vais y aller avec deux d'abord. Dans le cas de la recharge de plage du secteur commercial, on se demandait, il va forcément y avoir une zone tampon. Mettons, si on s'attend que la recharge de plage arrête au parc du Vieux-Quai, qu'est-ce qui va se passer avec les terrains qui vont être à l'est de cette recharge de plage-là? Comment on va faire pour éviter les effets de boue? Fait que ça, c'est ma première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, c'est justement entre la zone commerciale et la rue des Tournepierres, c'est comme un immense marais qui est là. Et il y a une préoccupation que s'il y a une recharge de plage devant ça, comment on va s'assurer que de la libre circulation des eaux du marais pour qu'elles s'évacuent quand il y a de la submersion finalement. Et les fonds de printemps et la haute nappe phréatique. OK. Bien, c'est sûr que, comme je vous disais, il y a deux possibilités. En fait, quand on fait une recharge de plage, souvent on vient s'accrocher après quelque chose.
Fait que c'est sûr que je vous disais probablement qu'il y aurait un épi ici pour que la recharge vienne s'accrocher sur l'épi. Puis après ça, ben, dans le fond, la recharge, là, de ce que l'ingénieur me disait, ça viendrait jusqu'à la descente de bateau. Hein, ici, là. Pas du Vieux-Quai, c'est ça. Puis, C'est vraiment au parc du Vieux-Quai, la descente de bateau, là, qui est au parc du ouais, Vieux-Quai. OK. Puis après ça, ben, il faudrait, s'il y avait un épi ici, ben, on s'entend qu'il y aurait un impact sur la partie plus à l'est. Fait que dans ce cas-là, il faudrait que, selon ce que l'ingénieur a pensé, c'est qu'il assurait une genre de transition. Ça veut dire qu'il, tranquillement, il continuerait la recharge pour que, finalement, elle vienne mourir, là, tranquillement, sur quelques centaines de mètres. Ben là, tranquillement, la recharge serait de plus en plus basse, de plus en plus étroite, puis à un moment donné, ben, ça viendrait se marier avec le reste de la côte. Donc, ça, c'est une possibilité. L'autre question, Thomas, c'était en lien avec l'inondation qui pourrait provenir de... Ben, c'est comme des marées dans ce coin-là, là, c'est des zones humides, puis il y a une inquiétude sur le fait que si on fait une recharge devant, ben, l'eau, elle s'évacue plus. L'eau ne pourra plus s'évacuer. OK. Écoutez, là, ça va être... Je vous dirais que là, on va tomber dans du génie, on pourrait dire plus pluvial et compagnie, mais oui, ça veut dire que c'est une préoccupation qu'on va répondre. Je vous dirais, on va la noter. Puis, ça sera porté à l'attention de l'ingénieur pour qu'il puisse trouver une solution à ça. Ouais. Effectivement, l'objectif, c'est pas que l'eau reste emprisonnée, là. Parfait. Puis je vois que une préoccupation, c'est aussi une question. Là, que dans le fond, il y a peut-être des préoccupations qui n'attendent pas de réponse. Puis sinon, ça peut être quand même sous forme de question pour qu'on puisse y répondre. J'ai des préoccupations qui demandent réponse, mais peut-être qu'on ne les aura pas dans la salle. Je vais profiter du droit aux deux questions. Sur le thème, en fait, de s'il y avait un choix vers la relocalisation, il y a une question autour là, de l'impact sur la valeur marchande des maisons des personnes qui décideraient de rester, mais aussi des terrains qui ne sont pas construits en ce moment dans le secteur. Donc, qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui choisiraient de rester s'il y avait un désir de vendre plus tard? Par exemple, autour d'un financement pour un acheteur potentiel ou sur la valeur perçue de la maison. Même chose pour les terrains. Et encore là, s'il y a relocalisation, qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui choisiraient de rester aux infrastructures qui sont présentes? Route aqueduc, là, donc les infrastructures collectives qui sont déjà là, est-ce qu'il y aura entretien? Dans le fond, je vais y aller à partir du moment où il y a des permis qui ont été délivrés par la municipalité pour permettre aux gens de s'installer. C'est sûr que la municipalité a une responsabilité par rapport à ces résidences-là. Donc, je pense que tant qu'il y aura des résidences, effectivement, la municipalité n'aura pas vraiment le choix là, d'entretenir les infrastructures d'aqueduc, égouts et routières. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux répondre, là, à moins que... En effet, les services qui sont pour les résidents de la rue Tournepierre, tant qu'il y aura des résidents, mais je crois que la municipalité devra fournir les services, là, continuer à fournir les services. Sur la valeur marchande résiduelle, ça, moi, en fait, je ne sais pas, Félix peut-être compléter ou Marc, mais de par expérience, là, souvent quand on fait les cartographies de zones à risque ou plus les zones de contraintes à l'aménagement liées à l'érosion ou à la submersion ou au glissement de terrain, là, en principe, c'est souvent une question qui est posée, mais en réalité, ça n'a pas vraiment d'impact sur la valeur marchande, en fait. Il y a toujours des gens qui sont prêts à acheter pareil. C'est comme ça. Ouais. Dans ce cas-là précis, où il y aurait plus un secteur qui serait plus massif, mettons qu'il y aurait plus de déplacements, puis il resterait moins de résidences, je vous dirais, au niveau de la valeur marchande, disons que la réponse première que je vous dirais, c'est que ça n'aurait pas nécessairement d'impact. Puis, au niveau des programmes généraux, si jamais cette résidence-là deviendrait sinistrée un jour,
La valeur marchande n'a pas d'impact. Là, ça reste la valeur de reconstruction. Le montant qui est admissible, en fait. Ouais. Donc, il y a comme deux réponses à ça. Là. Valeur marchande, qu'on pense qu'il n'y a pas d'impact. Mais ceci dit, il n'y a pas de démonstration que ça a de l'impact, en tout cas, dans d'autres projets. Puis, finalement, au niveau du programme général, c'est la valeur de reconstruction. Peut-être un petit complément d'information. Si je me souviens bien, on avait des collègues là, du service de l'aménagement politique qui avaient justement posé cette question-là avec le Bureau de l'assurance du Canada. Puis c'était, effectivement, il n'y avait pas eu d'impact. En fait, bien au contraire, il y avait un effet de rareté dans certaines localités côtières. Donc, il y avait eu des sinistres et des départs. Il y avait un effet de rareté. Donc, il y avait eu une augmentation de la valeur marchande des bâtiments qui étaient encore sur place. On a quelques préoccupations qui ont été soulevées. Donc là, je relais les préoccupations de ma table. Est-ce que, en fait, je pense que c'est une inquiétude, une préoccupation à propos du fait que comment peut-on poursuivre l'investissement de notre résidence quand on est dans l'expectative de savoir c'est quoi la solution finale? Qu'est-ce qui va nous être offert? Quelle sera la situation à la fin du projet? Et est-ce qu'on peut toujours faire des demandes de permis à la municipalité pour faire des travaux dans ce contexte? C'est bien ça? Voilà. Y a-t-il une réponse? C'est difficile à répondre, j'ai l'impression, mais c'est une inquiétude. En fait, c'est une inquiétude vraiment exprimée là, qu'on va noter. C'est vrai que quand vous avez des projets d'investissement dans votre maison, dans les certitudes, c'est jamais un bon moment. Là. Fait que je peux comprendre, effectivement. Là, je pense pour l'instant, on peut juste en prendre note, là, puis on essaiera de répondre à cette question-là, peut-être les prochaines rencontres. Il n'y avait pas de questions précises, mais il y avait quand même des préoccupations autour des dangers de la sécurité, de noyades, etc. Quand vous avez parlé de rivières dans la rue, là, on a conscience qu'il y a des possibilités techniques, là, monter les maisons, tout ça, mais il y a quand même une grosse préoccupation si les gens continuent d'habiter là par rapport à ça. Fait que ça a été nommé. Puis l'autre, c'est quand vous faites les choix de solutions, parce que l'autre préoccupation, c'est par rapport à l'environnement. Ça a été un peu dit tantôt. Tu sais, si le sable s'en va dans l'embouchure de la rivière verte, c'est tout un écosystème qui est assez précieux. Puis, tu sais, charrier des roches, vous avez parlé de barges, de milliers de voyages, c'est beaucoup de GES. Fait que, tu sais, quand vous faites des choix de solutions, est-ce que ces préoccupations-là sont tenues en compte? Est-ce que, dans le fond, qu'est-ce qui est priorisé? Tu sais, les coûts, les impacts environnementaux, les options, l'opinion des citoyens? Tu sais, c'est comme dans votre hiérarchie là, pour choisir. Il y a une préoccupation par rapport à tout ça. Puis on se demandait comment finalement les solutions à la fin se prennent. Selon quelle priorité, mettons? Oui, bonne question. C'est souvent, c'est sûr que dans nous, ce qu'on demande à l'ingénieur, c'est de nous trouver une solution qui assure la sécurité des personnes et des biens. Là, ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que ça soit une solution qui ait une pérennité d'au moins une trentaine d'années. Dans certains cas, quand il y a une plage, quand on sait que les citoyens tiennent à leur plage puis qu'ils veulent garder leur plage, on va lui demander d'avoir un ouvrage qui va préserver ces usages-là. Puis ça peut être aussi l'aspect paysager aussi qu'on peut prendre en compte. Puis effectivement, il y a le coût. Parce que si la valeur de l'ouvrage excède la valeur à protéger, là, c'est sûr que ça ne fonctionne plus. Sinon, oui, les considérations environnementales sont quand même... Nous, dans le cadre de prévention, il y a quand même 5 ministères, dont le ministère de l'Environnement. Je vous dirais que c'est pas non plus pour rien qu'on fait beaucoup de projets de recherche, c'est qu'à notre avis, et c'est aussi l'avis du ministère de l'Environnement, c'est que c'est des ouvrages de moindre impact au niveau de l'environnement. Fait que ça préserve à la fois l'usage de la plage, les gens préservent leur vue parce que ça permet d'abaisser la crête, puis en même temps, ça diminue les impacts sur l'environnement. Donc, c'est un petit peu les critères qu'on utilise pour le choix des solutions. Bon, nous, à notre table, dans le fond, on a plusieurs préoccupations. Je vous dirais la principale, ce qui est intéressant, c'est de scinder le projet en deux, en fait.
Parce que vous l'avez montré là, tantôt, là, c'était 16 millions de valeur foncière pour toute la zone. Là, on a l'épicerie qui en vaut, je ne sais pas, 2, Lady Maria, 3, 4. Il y a quand même des gros bâtiments là, le garage de Louis, 1 million. Donc, si la recharge là, de la zone commerciale coûte 8 millions, par exemple, c'est environ 1 kilomètre, on parlait de 6-7 millions de kilomètres tantôt. Là, la valeur foncière, est-ce qu'elle va être assez élevée pour aller rechercher de l'argent pour protéger l'autre système? Nous, ici, on pense que si le projet est regardé dans l'ensemble, il y a beaucoup plus de chances que les gens de Tourne-Pierre soient protégés. Donc, ça, c'est la première préoccupation. Ensuite de ça, il y avait beaucoup d'assurances, puis est-ce qu'avant les travaux, est-ce que les assurances vont payer quand même? Aussi, est-ce que le MSP, dans le fond, s'il y a des événements, ils vont payer à répétition? Parce qu'on entendait M. Legault dire qu'il ne paierait pas 5 fois. Puis, donc, ceux qui décident de rester, donc il y a cette préoccupation-là. C'est ça. Oui, effectivement, le programme général, okay, ça c'est après sinistre, là. Lui, Félix, veux-tu compléter? Ou en fait, de mémoire, c'est une offre finale. Hein? En fait, Nathalie corrigera si jamais je ne m'en vais pas dans la bonne direction. Nathalie, c'est notre experte en rétablissement. Si ma mémoire est bonne, le programme général d'indemnisation en cas de sinistre. Donc là, on ne parle pas de la situation qui nous présente, là, on est en prévention. Hypothétiquement, si on a un sinistre le 15 décembre l'année prochaine, puis qu'il arrive un événement, là, on parlait là, de... C'est 50% de la valeur marchande. Dès que ça qui s'est atteint, il y a une allocation de départ qui est faite. Bon. Fait que donc, si la maison vaut 400 000 puis il y a 225 000 de dommages, là, c'est le point de rupture. Il y a une offre qui vous est faite. Est-ce que vous acceptez l'offre, l'allocation de départ, ou si vous décidez de rester, bien, vous en acceptez le risque à l'avenir. Mais là, on n'est pas dans cette situation-là présentement parce que c'est un projet de prévention. C'est ça. Fait que la différence du programme général, c'est ça qui est important, que Nathalie puis Félix vous expliquaient. Le programme général après sinistre, c'est une offre qu'on vous fait. Puis si vous ne l'acceptez pas, bien, vous n'avez plus d'aide après. En prévention, c'est différent. Si vous refusez, vous ne perdez rien. Vous pouvez rester sur place. Puis si jamais il arrive un sinistre, bien, vous allez avoir droit au programme général, comme tout le monde. Fait que c'est ça la plus grande distinction. L'autre question, d'avoir scindé, c'est en fait, en gros, la valeur marchande du secteur commercial. L'ensemble du secteur, c'est environ 16 millions, puis le secteur commercial, c'était autour de 9 de mémoire. Il y a beaucoup moins de bâtiments, mais les bâtiments ont plus de valeur. Comment je voudrais dire, la distance est moins longue. C'est sûr que la démonstration d'y aller par une solution est toujours correcte dans ce secteur-là. C'est surtout une question de complexité puis on pourrait dire d'échéance. La solution semble se dessiner d'elle-même là, dans le secteur commercial. J'ai montré un peu des simulations. Je pense que cette solution-là en ingénierie va être possible d'être mis en place assez rapidement. Nous, on visait des travaux l'année prochaine. Mais si on engloberait tout le secteur, là, on s'embarque dans des échéances qui sont plus longues, en fait. Là. Il y a une réflexion qui doit être faite. C'est plus complexe. Nous, on pensait vraiment que c'était 2 démarches qui soient distinctes, puis et différentes. La participation citoyenne est importante pour le secteur de la rue des Tourne-Pierre. Je pense que les gens ont vraiment à se questionner sur l'avenir de ce secteur-là. T'sais, on le voit là, quand on se projette dans 30 ans, déjà, on voit que les tempêtes, les niveaux d'eau, ça fait peur. Là.
Fait que c'est ça. L'idée, c'est de voir, bon, d'ici là, on a du temps. Puis on a de l'argent, il y a de l'argent disponible. Fait que là, on embarque comme dans un bateau, puis je pense que c'est le temps de prendre un pas de recul, tu sais, mais d'ici là, ce soir, vous allez rentrer chez vous, puis il n'y a rien qui va changer, là. Tout va rester normal, mais il reste qu'on va se revoir en septembre, puis on va amorcer un chantier ensemble, puis on va essayer de voir comment on peut anticiper l'avenir de ce secteur-là. Et Jean-Denis, je pense qu'une partie de la question à René Pierre, c'était aussi si on flambe tout le 10 millions là, sur la section commerciale, il en reste-tu pour le reste? Je sais pas. Je lis en... Oui, je ne l'avais pas vu comme ça. Puis après, je prendrai votre question. Mais oui, non, en fait, tu sais, c'est pas... quand l'entente là, de 10 millions a été mise sur l'entente, là, on a signé ça, puis on s'est dit, bon, on a estimé un peu grossièrement, on s'est dit, on met 10 millions. Là, on est au début d'une amorce d'un renouvellement du cadre de prévention. Il reste encore de l'argent, donc c'est sûr que là, il va y avoir une bonification si on a besoin d'avoir plus d'argent pour faire d'autres choses. Fait que c'est correct, là. On n'est pas limité, on pourrait dire, à 10 millions. Oui, l'entente est limitée à ça, mais il reste que, si on est là à vous parler ce soir puis à amorcer 2 démarches, c'est parce que quelque part les autorités sont aussi d'accord à ce qu'éventuellement, s'il y a de l'argent à mettre de plus pour avoir un projet plus porteur dans le secteur des rues des Tournepierres, ben, il faudrait faire des démarches en conséquence, puis à mon avis, ça va être correct, là. Mais moi, je peux pas, à mon niveau, vous dire oui, il va y avoir de l'argent de plus. Mais de ce que je vois dans les autres projets, quand il a manqué d'argent, ben, le gouvernement il en a rajouté parce que on ne laisse pas tomber la municipalité en cours de route, là. En fait, ce qui est connu, c'est la participation de l'île. On sait que ça ne goûtera pas. Tu as raison, parce qu'effectivement, la municipalité de Maria est plafonnée dans son investissement. Donc, ça ne coûtera pas plus cher à la municipalité. Oui, merci Félix. Oui. Donc, nous, je pense qu'il y a beaucoup de préoccupations qui ont déjà été nommées dans d'autres tables, mais je dirais dans ce qui était le plus majeur ressorti, c'était, advenant le cas que les gens décident de rester dans leur maison, qu'est-ce qui arrivait avec l'infrastructure municipale, les routes, l'aqueduc, l'eau usée, tout ça. Puis aussi, dans le fond, de savoir un peu une idée du délai avant que ça soit mis en place pour savoir, exemple, les gens qui veulent refaire des mesures chez eux, refaire les murs, refaire des rénovations, changer des fenêtres, des choses comme ça vous tue à peine de les faire ou ils vont tout rénover ça, puis dans 6 mois, on va lui dire, finalement, ils changent d'idée puis ils déménagent. Je pense que tantôt, M. le maire et Thomas avaient un petit peu répondu. Ça, c'est dans la première partie de la question. Hein, Thomas avait dit qu'effectivement, la municipalité, c'est son devoir d'assurer les services là, pour les citoyens parce qu'elle a délivré des permis pour ces citoyens-là. Fait que ça va se poursuivre. L'autre situation, c'est un petit peu comme la question de tantôt. Je peux comprendre qu'effectivement, ça peut avoir... ça rajoute de l'incertitude, là, si on veut démarrer des projets, là, on en est conscient. Là. Mais là, je ne peux pas ajouter rien pour ça, mais ceci dit, c'est noté. Là. C'est noté. Désavantage de passer en dernier. La majorité des préoccupations ont pas mal sorti. Il reste vous. OK. Avant-dernier d'abord. Dans le fond, notre table avait des préoccupations par rapport au maintien des services par la municipalité. C'était répondu. Par rapport à la valeur marchande, c'était répondu. Il y a peut-être un volet des préoccupations de notre table qui n'a pas encore été adressé. Là, on parle depuis tantôt de 2 phases, partie commerciale, partie Tournepierre, advenant où la majorité ou la totalité des gens dans Tournepierre acceptaient la relocalisation. Il se passait quoi avec la protection des terrains là-bas? Est-ce que ça serait juste complètement abandonné? Disons qu'il reste une résidence, 2 résidences. Est-ce que ces gens-là vont être laissés là sans aucun moyen de protection? Est-ce qu'avec les anciens murs qui vont rester sur place? Enfin, c'était ça la préoccupation là, qu'on avait à notre table. Là. Il allait se passer quoi advenant où il y avait vraiment là, un projet scindé en 2? Oui, mais c'est sûr que ça ferait partie de
la réflexion collective, où je comprends que si jamais ça serait une stratégie plus de retrait collectif, je pense que ça serait la stratégie de plus laisser aller, ouais, le littoral. Dans le secteur de la rue des Tournepierres, si c'est cette avenue-là qui serait comme retenue. Si jamais c'était pas le cas. Si jamais c'était pas le cas, ben en réalité, c'est que là, effectivement, il va y avoir des solutions aussi d'ingénierie qui vont être regardées. Ouais. Puis là, on verra à la fin qu'est-ce qui est possible de faire ou si c'est possible. Là, on parle d'une des solutions de rehausser tous ces terrains-là. Il faut voir combien ça coûte, qu'est-ce que c'est comme chantier, qu'est-ce que ça représente au niveau des impacts environnementaux, tout ça. Fait qu'il faut quand même regarder ça de façon sérieuse. Mais c'est sûr que si on décide de consolider ce secteur-là comme on le ferait pour le secteur commercial, par exemple, ben ça serait protégé au même titre que l'autre secteur. Là. Oui, c'est ça. Dans le fond, s'il y a quelques résidences qui restent et les services sont inclus, comment ça va être possible? Dans le fond, ce que les gens qui préoccupent, ça arrête au parc, comme on disait. Ça arrête, il n'y a plus rien après. Est-ce que c'est ça le scénario finalement? Ben là, non, parce que je dis non, on ne le sait pas en fait, c'est ça. En fait, ça va être ça le sujet des prochaines consultations, séances d'information, ça va être exactement ça. Fait que à l'automne. Prématurer un peu comme réponse à donner parce qu'on ne sait pas encore ça va être quoi la solution qui va être regardée. On présente l'analyse de risque. L'analyse de risque, c'est difficilement discutable parce qu'avec toutes les données qu'on a acquises les dernières années, on est quand même assez confiant du scénario qu'on propose. C'est par la suite, quelle manière, c'est quoi les solutions qui sont possibles à nous autres pour éviter que ça arrive. Ça peut être ça? Oui. C'est sûr que, oui, puis, mais ça fait partie de la réflexion. Ça veut dire que dans un scénario où on envisagerait le déplacement, puis il y en a qui restent, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui restent? Ça, c'est sûr. C'est une question vraiment importante. Hein. Mais qu'on devra répondre. Hein. Ceci dit, ces préoccupations-là sont notées, puis on va répondre à ça. Là. Je vais un peu enfreindre la règle, la limite, là, juste pour réitérer quand même qu'il y a des préoccupations qui sont ressorties à la table aussi, peut-être ajouter à celle de tout ce qui est la perte de valeur de la maison, c'est toute la perte de la jouissance, puis de profiter de ce lieu-là, où on tombe dans un aspect de profiter du territoire qu'on a aimé, qu'on a voulu entretenir, puis là, de se rendre compte que peut-être que ça ne sera pas possible. Fait qu'il y a cet aspect-là qui ne demande pas nécessairement réponse. Le sentiment d'obligation aussi, c'est comme si la question du déplacement s'imposait puis qu'on se sentait un peu coincé dans celle-là. Donc, il y a ça autour de tout ce qui est valeur de la maison, etc., qui a été déjà mentionné. Par rapport aux investissements sur les infrastructures, il y avait quand même un petit constat ici à la table que déjà les infrastructures du secteur Tournepierre sont peut-être pas super entretenues par la municipalité actuellement. Donc, il y avait quand même une question qui se posait là-dessus. Fait que c'est deux éléments sur lesquels je pense que vous êtes quand même assez bien, vous avez bien abordé. Il y avait une préoccupation sur le fait qu'on le sait que ça prend du temps à réfléchir, les solutions. Vous nous l'avez bien présenté, là, qu'il y a besoin qu'on se dise collectivement qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, mais que les prochaines tempêtes, bien, ils arrivent dans 6 mois, tu sais, donc qu'on puisse avoir une planification, une certaine proactivité puis une certaine clarté sur ce qui s'en vient parce qu'il y a des événements qui vont nous toucher possiblement bientôt. Fait que sur les préoccupations, je vais terminer quand même par quelque chose qui peut se répondre. Une petite question sur le territoire encore. Puis ça, il y a peut-être quelque chose à voir sur le zonage de chacun des secteurs, mais quand on parle du secteur Tournepierre, par exemple, on parle jusqu'où en profondeur? Est-ce qu'on se rend jusqu'à la 132?
à quelle épaisseur là, du territoire on se rend? Tout de suite, de même, j'aurais tendance à prendre. Là, ceci dit, c'est en profondeur, là, ça n'a pas été analysé aussi précisément. Là. Dans l'entente, ça spécifie la rue des Tournepierres. Ça ne spécifie pas un secteur cartographié. Là. Fait que je dirais, à la limite, moi, de ce que je vois l'image, on peut déjà s'imaginer que ça serait la zone de submersion qu'on voit là. Ceux qui sont collés sur la 132 me semblent quand même assez prémunis de ce qu'on peut voir sur l'image. C'est pas cané, là. Ouais. On n'est pas coincé avec une entente qui localise précisément ça. Fait que tout ça est encore malléable, là. Les solutions ne sont pas, surtout pour la rue des Tournepierres, il y a une simulation pour le secteur commercial, puis il en reste plein. Puis toutes celles du rue des Tournepierres ne sont même pas commencées. Donc, c'est ça que je comprends, qu'il n'y a pas de réponse encore. Je vous remercie. C'était une belle rencontre. Je souhaite à tous une bonne été. Profitez-en. Puis on se revoit. Merci. Au revoir.